Pendant la période du Crétacé, les scientifiques croyaient que le T-Rex était le prédateur suprême et imbattable du monde des dinosaures. Mais des fossiles découverts dans le désert du Sahara ont révélé une vérité choquante. Il existait un monstre avec des griffes de 30 cm, des dents coniques comme celles d'un crocodile et une voile dorsale de 2 mètres de haut qui non seulement rivalisait avec le roi tyran, mais dominait un territoire que le T-Rex ne pourrait jamais conquérir. Les rivières et lacs préhistoriques où des créatures cauchemardesques se cachaient dans les profondeurs. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes, car maintenant je vais tout te raconter. As-tu déjà entendu parler d'un animal si grand et étrange qu'il vivait sur Terre bien avant les humains? Le Spinosaurus est cet animal. Il y a très longtemps, bien avant qu'il y ait des voitures, des maisons ou des villes, le Spinosaurus vivait dans un monde très différent du nôtre. Son nom signifie « lézard à épines » à cause de la grande voile qui se trouvait sur son dos. Ce dinosaure n'était pas petit, ni facile à oublier. Sa taille, sa forme et sa façon de vivre sont encore, aujourd'hui, très intéressantes pour tous ceux qui aiment apprendre de nouveaux faits sur le passé de notre planète. À l'époque du Spinosaurus, la Terre ne ressemblait pas du tout à celle que nous connaissons aujourd'hui. Si tu pouvais voyager dans le temps et aller 100 millions d'années en arrière, tu verrais de grandes forêts partout. Il y aurait aussi de larges marécages, de grands lacs et des rivières pleines d'eau. Le climat était chaud. Il y avait peu de terres désertiques comme celle du Sahara d'aujourd'hui. Beaucoup de plantes poussaient autour des masses d'eau. La nature était très verte et épaisse. Des arbres de toutes sortes couvraient le sol, créant des cachettes pour les petits et les gros animaux. À cette période, les dinosaures étaient les plus grands animaux sur Terre. Ils vivaient sur tous les continents. Il y en avait de toutes les tailles. Certains étaient plus grands qu'une maison à 2 étages et d'autres étaient petits comme un chien. Ils vivaient dans les forêts, dans les marais ou même dans les lacs. Mais parmi tous ces dinosaures, peu étaient aussi impressionnants que le Spinosaurus. Il appartenait à la famille des grands carnivores, mais avait des particularités qui le rendaient tout à fait unique. Le Spinosaurus vivait, selon les scientifiques, surtout près de ce qui est maintenant l'Afrique du Nord. Mais à cette époque, cette partie de la Terre était très différente. Elle était pleine de vie et d'eau, et non pas désertique et sèche comme aujourd'hui. Il y avait des rivières larges, des étangs profonds et des marécages. Beaucoup d'animaux vivaient autour de ces points d'eau, poissons, tortues, petits dinosaures et aussi d'énormes crocodiles. Cet endroit offrait assez de nourriture pour un animal qui avait besoin de manger beaucoup tous les jours. La période pendant laquelle le Spinosaurus vivait s'appelait le Crétacé. Cette longue période a commencé il y a environ 145 millions d'années et s'est terminée il y a environ 66 millions d'années. Pendant le Crétacé, de nombreux nouveaux types d'animaux et de plantes sont apparus sur Terre. Les continents n'étaient pas placés exactement comme aujourd'hui. Les mers couvraient de grandes parties des terres. Cela créait beaucoup d'endroits différents, des plus secs aux plus mouillés, pour les animaux comme le Spinosaurus. À cette même époque, d'autres grands dinosaures vivaient aussi un peu partout sur la planète. Le Tyrannosaurus rex, ou T-Rex, vivait plutôt en Amérique du Nord, alors que le Spinosaurus préférait l'Afrique du Nord. Malgré cela, beaucoup de gens aiment comparer ces deux dinosaures parce qu'ils étaient tous les deux très grands et qu'ils faisaient peur aux autres animaux. Mais si on regarde de près, le Spinosaurus était plus long que le T-Rex. De plus, son corps et sa façon de vivre étaient très différents. Il ne marchait pas seulement sur la terre. Il passait aussi beaucoup de temps dans l'eau à chasser ses proies préférées. Ce qui rend aussi le Spinosaurus très célèbre, c'est la grande voile qui se tenait sur son dos. Cette voile était faite d'os très longs qui sortaient de sa colonne vertébrale. Entre ses os, la peau formait une sorte de crête haute. C'était très impressionnant à voir. Cette voile pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres de hauteur. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi il avait cette voile. Certains pensent que cela pouvait lui servir à paraître plus grand devant ses ennemis ou à attirer un partenaire. D'autres imaginent que la voile aidait peut-être le Spinosaurus à se réchauffer au soleil ou à se rafraîchir. D'une manière générale,
Les fossiles du Spinosaurus ont beaucoup aidé les chercheurs à comprendre son apparence. Mais pendant très longtemps, personne ne savait qu'un animal comme lui avait existé. Les premiers os ont été trouvés il y a plus d'un siècle, dans le désert du Sahara. C'était un endroit très chaud et très sec, où peu de gens allaient en chercher des fossiles à cette époque. Pour découvrir le Spinosaurus, il a fallu creuser le sol et chercher les os cachés sous le sable. Les premiers fossiles étaient en fait de parties du dos, de la queue et du crâne, assez pour montrer la grande taille de ce dinosaure. Quand les scientifiques ont vu ces os, ils ont compris que c'était un animal très spécial. Ces os de la colonne vertébrale étaient beaucoup plus longs que ceux des autres dinosaures. Ils formaient comme des tiges qui sortaient du dos. Le crâne avait une forme longue et étroite, un peu comme celui d'un crocodile. Les dents étaient longues, fines et pointues. Ces détails montraient que le Spinosaurus était fait pour attraper des animaux qui glissent rapidement dans l'eau, comme les poissons. Grâce à d'autres fossiles trouvés plus tard, les chercheurs ont pu mieux comprendre comment vivait le Spinosaurus. Ils ont vu par exemple que ses pattes arrière étaient plus courtes que celles des autres grands dinosaures carnivores. Cela veut dire que marcher vite sur la terre ferme n'était pas sa spécialité, mais il pouvait bien se déplacer dans l'eau en utilisant sa longue queue pour nager. Ses pattes avant étaient puissantes et portaient de grandes griffes, utiles pour attraper et tenir ses proies. Pour les animaux vivant à la même époque, le Spinosaurus devait être un animal très impressionnant. Sa grande taille lui permettait de se défendre contre les autres prédateurs et de se faire respecter sur son territoire. Très peu d'animaux osaient s'attaquer à lui, surtout quand il était adulte. Les jeunes Spinosaurus, eux, devaient se montrer prudents, car d'autres grands dinosaures vivaient dans les forêts et pouvaient représenter un danger. Chaque fois qu'un nouveau fossile de Spinosaurus est découvert, les scientifiques étudient son âge, sa forme et sa position dans le sol. Cela leur permet de savoir dans quelle sorte d'endroit il vivait. On a appris que le Spinosaurus préférait toujours rester près de l'eau. Il passait certainement le plus clair de son temps dans ou autour des rivières et des lacs, mais il pouvait sortir pour marcher sur la terre ferme si besoin. Il était donc très différent des autres grands prédateurs de son temps, qui préféraient chasser dans les forêts ou sur les plaines ouvertes. Le Spinosaurus attirait aussi l'attention grâce à sa façon unique de chasser. Les scientifiques pensent qu'il devait avancer doucement dans l'eau en cherchant à ne pas faire de bruit. Il pouvait patienter longtemps, caché sous l'eau ou derrière des plantes, jusqu'à ce qu'une proie passe à côté de lui. Ensuite, il ouvrait très vite sa grande gueule remplie de dents pointues, attrapait le poisson ou le petit animal, puis utilisait ses griffes puissantes pour le sortir de l'eau. La découverte des fossiles de Spinosaurus a rendu ce dinosaure célèbre dans le monde entier. Les enfants, comme les adultes, ont envie d'en savoir plus sur lui. Son histoire est racontée dans les musées, dans les livres et aussi dans des films. Beaucoup de gens aiment regarder les images de ce grand dinosaure avec une voile sur le dos, nageant dans une rivière ou se reposant sur la rive. Même si le Spinosaurus a disparu il y a des millions d'années, il continue à fasciner tous ceux qui s'intéressent à l'histoire ancienne de la Terre. On se demande parfois comment le Spinosaurus faisait pour survivre dans cet environnement plein de dangers. Il avait besoin de beaucoup de nourriture chaque jour, donc il devait souvent être en mouvement pour chasser et attraper des proies. Par sa taille et sa force, il pouvait attraper des animaux très rapides. C'était aussi un dinosaure très curieux. Il devait regarder tout autour de lui avec sa longue tête pour voir s'il y avait du danger ou de la nourriture à proximité. Plus les scientifiques découvrent de fossiles, plus ils comprennent comment le Spinosaurus vivait. Par exemple, ils savent maintenant que ses os sont creux à l'intérieur, ce qui les rend plus légers. Cela l'aidait peut-être à mieux nager ou à marcher sans trop de difficultés, malgré sa taille. On a aussi retrouvé des dents de Spinosaurus dans des endroits où il n'y a aujourd'hui plus d'eau. Cela montre qu'il se déplaçait parfois loin pour chercher à manger ou un nouvel endroit où vivre. Aujourd'hui, il existe beaucoup de reconstitutions du Spinosaurus. Ces reconstitutions sont créées à partir des fossiles retrouvés et des dessins faits par les scientifiques. Les musées montrent souvent des squelettes du Spinosaurus grandeur nature, pour que tout le monde puisse voir à quel point il était grand par rapport à un humain.
Les enfants aiment s'imaginer le voir nager dans une rivière ou marcher près d'un marécage, la voile fièrement dressée sur son dos. La science continue de progresser et chaque année, de nouvelles trouvailles nous en apprennent plus sur le Spinosaurus. Parfois, les chercheurs doivent changer leurs idées anciennes, car de nouvelles preuves montrent que ce dinosaure était encore plus spécial que ce qu'ils pensaient avant. Par exemple, ils ont compris récemment qu'il utilisait vraiment beaucoup l'eau pour chasser et que sa queue était large et souple pour nager comme un poisson. Il ne ressemble à aucun autre grand dinosaure carnivore. Le Spinosaurus montre comment les animaux du passé pouvaient s'adapter à des environnements très différents de ceux d'aujourd'hui. Il utilisait son corps d'une façon unique pour survivre au bord de l'eau. Il savait se fondre dans la nature, utiliser sa voile pour s'imposer et chasser avec précision. Son histoire rappelle qu'il y a eu sur Terre des créatures incroyables, capables de vivre et de dominer leur monde. Voilà pourquoi, même si le Spinosaurus a disparu depuis 100 millions d'années, il reste dans nos histoires et nos rêves. Chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau sur lui, on découvre aussi une partie du passé de la Terre. Le Spinosaurus est bien plus qu'un simple animal disparu. Il est un exemple de la diversité et du mystère qui ont toujours existé sur la planète. Grâce à lui, on sait que le monde d'avant était plein de surprises, de dangers et de merveilles, et que nous pouvons toujours apprendre du passé pour mieux comprendre la vie d'aujourd'hui. Le Spinosaurus n'était pas seulement connu pour sa façon de vivre près de l'eau et pour ses habitudes très différentes des autres dinosaures carnivores. Il impressionnait aussi par sa taille énorme et par son apparence que personne ne pouvait confondre avec celle d'un autre animal. Quand on pense au Spinosaurus, on doit imaginer un dinosaure plus long que n'importe quel prédateur de son époque. Sa longueur totale pouvait atteindre jusqu'à 18 mètres, ce qui faisait de lui l'un des plus longs dinosaures jamais trouvés par les chercheurs. Mesurer 18 mètres veut dire que son corps était plus long que plusieurs voitures mises bout à bout. Aucun humain ne peut être aussi grand, et même les animaux d'aujourd'hui ne sont pas aussi longs que lui. Ce dinosaure pouvait peser plusieurs tonnes, parfois plus de 7 tonnes. Le poids d'une tonne correspond à 1000 kilos, alors si l'on pense à un Spinosaurus adulte qui pouvait peser 7 tonnes ou plus, il fallait une grande force pour déplacer ce corps aussi lourd. Son squelette montrait des os robustes, particulièrement dans les pattes et le bassin. Son cou était également épais et solide, car il devait soutenir une grande tête pleine de muscles et d'os puissants. Même avec ce poids énorme, le Spinosaurus savait se déplacer pour chasser ou nager. Son corps était fait pour la force, mais chaque partie avait aussi une utilité spéciale pour l'aider à vivre là où il y avait beaucoup d'eau. La tête du Spinosaurus attirait l'attention tout de suite. Elle était très longue et étroite, presque comme un bec allongé, mais avec une mâchoire pleine de dents très fines et pointues. Sa tête pouvait mesurer jusqu'à 1,60 m. Sur cette tête longue, les yeux étaient placés vers le haut et les narines aussi, ce qui aidait le Spinosaurus à voir et à respirer même quand il se cachait juste sous la surface de l'eau. Ses mâchoires, très solides, étaient recouvertes de grandes plaques qui servaient de protection. Les dents courbes et fines étaient plantées de chaque côté, formant une rangée idéale pour attraper des poissons ou d'autres petits animaux. Il n'avait pas de dents plates comme celles des humains, mais seulement des dents faites pour saisir et tenir une proie glissante. Le cou du Spinosaurus était épais mais assez long pour lui permettre de tourner la tête dans plusieurs directions. Cela l'aidait à surveiller au loin ou à attraper une proie sans trop avancer son corps dans l'eau. Ce cou était composé de grandes vertèbres solides, couvertes de muscles pour bouger la tête d'un côté à l'autre avec force et vitesse. Au bout de ce cou venait le torse très massif avec des épaules larges et des os très durs. Le haut du dos montrait déjà la base des hautes épines qui allèrent devenir la voile dans son dos. Les épaules du Spinosaurus supportaient 2 grands bras puissants. Chaque bras avait de grandes griffes qui pouvaient atteindre une longueur de plus de 30 cm. Ces griffes épaisses étaient recourbées, parfaites pour percer la carapace d'une tortue ou tenir un gros poisson refusant de se laisser attraper. Les bras étaient musclés et courts, mais très efficaces pour se défendre ou pour chasser. En regardant les os retrouvés dans les fossiles,
on voit clairement les attaches épaisses pour les muscles, qui montrent la puissance de ses membres antérieurs. Le tronc du Spinosaurus était large du haut, puis s'amincissait en allant vers les pattes arrière. Ce tronc abritait tous les organes importants comme le cœur, les poumons et le ventre. Il devait aussi contenir un système digestif capable de traiter de grandes quantités de nourriture chaque jour, surtout que les poissons avalés entiers devaient être digérés rapidement. Les côtes étaient grandes, presque rondes, pour protéger et soutenir l'intérieur du corps. Les pattes arrière du Spinosaurus étaient différentes de celles des autres dinosaures géants. Elles étaient beaucoup plus courtes par rapport à la taille du tronc. Les os des cuisses étaient très robustes pour porter le poids du corps, mais les tibias et les pieds étaient moins longs. Les orteils avaient de grosses griffes, mais pas aussi développées que celles des bras. Les chercheurs pensent que ces pattes arrière plus courtes et larges servaient mieux à la nage qu'à la course sur terre. Le Spinosaurus posait sûrement tout le pied au sol, et non seulement les doigts, ce qui l'aidait à ne pas s'enfoncer dans la boue. La partie la plus longue du corps était la queue du Spinosaurus. Cette queue pouvait atteindre 7 mètres. Elle était très plate sur les côtés et flexible, presque comme une pagaie. Les vertèbres de la queue prenaient une forme particulière, avec des prolongements osseux vers le haut et le bas, pour élargir la queue et lui permettre de pousser sur l'eau. Cela donnait au Spinosaurus un excellent contrôle pour nager et changer de direction rapidement. C'est la queue qui donnait la force et la vitesse aux dinosaures pour se déplacer dans les rivières ou les marécages. Le détail le plus remarquable du corps du Spinosaurus était la voile sur son dos. Cette voile était faite de longues épines osseuses qui partaient de la colonne vertébrale. Entre les épines, la peau formait une membrane fine mais solide qui montait en hauteur. Certaines épines trouvées mesuraient plus d'1,80 m. La voile commençait au niveau du cou et allait jusqu'au milieu de la queue. Quand un Spinosaurus marchait, la silhouette de la voile était bien visible de loin. Les scientifiques ne sont pas certains de l'utilité exacte de cette voile, mais plusieurs idées ont été proposées. Peut-être qu'elle servait à se montrer plus impressionnant face aux autres animaux ou pour attirer l'attention lors de la période de reproduction. Elle pouvait aussi aider à contrôler la température du corps en captant ou en relâchant la chaleur du soleil. La peau du Spinosaurus n'a pas été conservée en fossile, mais les scientifiques pensent qu'elle devait être épaisse et robuste. Elle protégeait le corps contre les blessures et les attaques d'autres animaux. Sur la voile, la peau était probablement tendue et pouvait avoir des couleurs vives ou différentes pour communiquer avec les autres Spinosaurus ou pour se camoufler près de l'eau et des plantes. On connaît mieux la forme et la taille du Spinosaurus grâce aux nombreux fossiles retrouvés dans différentes régions du nord de l'Afrique. Chaque nouvelle découverte aide à améliorer la reconstitution de son squelette et de sa posture. Les scientifiques utilisent les outils modernes comme les scanners, les photographies et les impressions en 3 dimensions pour reconstruire le dinosaure le plus fidèlement possible à la réalité. Ils regardent aussi les traces de muscles sur les os pour comprendre comment il bougeait et comment il utilisait chaque partie de son corps. Les dents du Spinosaurus étaient aussi très spéciales. Elles étaient longues et fines, avec des bords lisses et pointus, sans partie plate pour couper. Chaque côté de la mâchoire portait beaucoup de dents, parfois plus de 40 sur chaque côté. Les racines des dents étaient solides pour tenir bien dans la mâchoire, car un animal qui mange beaucoup doit parfois remplacer des dents cassées ou usées. Les yeux du Spinosaurus étaient placés plus haut que ceux des autres dinosaures carnivores. Cela l'aidait à garder la tête juste au-dessus de l'eau, ou même à voir autour de lui tout en restant caché. Les yeux n'étaient pas très gros, mais assez bien placés pour permettre une bonne vue sur les côtés et en avant. Ainsi, il pouvait suivre les mouvements des poissons ou voir un danger venir de loin. Un autre point important du corps du Spinosaurus était son crâne long et étroit, enrichi de nombreux petits canaux pour les vaisseaux sanguins et les nerfs. Cela lui donnait un bon sens du toucher et de la chaleur près de la bouche. Ces canaux pouvaient l'aider à sentir les vibrations de l'eau, ce qui rendait la chasse encore plus efficace, même quand la visibilité était mauvaise.
Les narines du Spinosaurus étaient placées assez haut, ce qui permettait de respirer tout en gardant le reste de la tête sous l'eau. C'est très utile pour un animal qui passe beaucoup de temps à attendre ou à chasser près de la surface des rivières. La posture du Spinosaurus devait être très différente de celle des autres dinosaures prédateurs. Quand il marchait sur la terre, son dos était sûrement incliné. Sa queue, très large sur les côtés, devait traîner derrière lui en forme de longues pagaies plates. Ses jambes, plus courtes à l'arrière, le faisaient apparaître moins haut mais plus long, comme s'il s'étirait en direction de la rivière à chaque pas. Il faisait attention à chaque mouvement car, avec un corps aussi grand, il devait éviter de se blesser ou de glisser sur la boue mouillée. La grande taille du Spinosaurus lui donnait un avantage certain pour dominer son territoire. Il pouvait éloigner la plupart des ennemis rien qu'avec sa force et son apparence. Sa viande favorite était principalement les poissons, mais il pouvait aussi attraper de petits dinosaures, des oiseaux primitifs ou des tortues s'il s'approchait trop près de l'eau. Grâce à la combinaison de sa longueur, de sa puissance et de ses griffes, il trouvait de la nourriture suffisante pour répondre à ses besoins quotidiens. Les scientifiques analysent aussi la structure des os du Spinosaurus pour comprendre s'il pouvait supporter son propre poids hors de l'eau sans difficulté, ou s'il avait besoin de l'aide de la flottabilité de l'eau. Certains pensent que son corps était mieux adapté à la nage, car certains os sont plus denses et lourds pour mieux descendre sous l'eau, alors que d'autres parties du squelette sont plus légères pour permettre des mouvements rapides. L'étude de la taille du Spinosaurus permet aussi aux chercheurs de comprendre pourquoi il était si spécial dans son environnement. Les rivales plus petites devaient quitter la place quand il arrivait. Son territoire autour des rivières devait être très vaste, car il avait besoin de beaucoup de poissons chaque jour. Pour un animal de 7 tonnes, un seul repas n'était pas suffisant. Il devait donc passer une grande partie de la journée à chercher et attraper sa nourriture, souvent tout seul, parfois en groupe très réduit. Il est possible que les plus jeunes Spinosaurus ne soient pas aussi grands que les adultes, mais grandissent très vite durant leurs premières années. Des fossiles de jeunes montrent des os moins épais et plus courts. Ils devaient donc être plus vulnérables aux attaques des plus grands prédateurs ou même des adultes du même groupe. La longue queue du Spinosaurus pouvait aussi avoir un rôle de défense. Quand un danger arrivait de derrière, il pouvait donner de grands coups pour faire peur. Cette queue servait aussi à équilibrer le corps, surtout quand le dinosaure tournait ou se déplaçait dans des endroits avec beaucoup de plantes ou d'eau. La forme générale du Spinosaurus était donc faite pour vivre à la fois sur la terre et dans l'eau. Chaque partie de son corps avait une utilité précise pour bouger, chasser ou se protéger à tout moment de la journée. Sa silhouette marquait tous ceux qui croisaient sa route ou qui voyaient sa voile au loin, reflétant la lumière du soleil ou se fondant dans les feuillages épais autour des rivières. Les scientifiques imaginent aussi la position des muscles sur tous ses os pour donner à ses mouvements un aspect réaliste. Les modèles modernes montrent un animal très impressionnant, dont la tête, les bras, la voile, la queue et les jambes composent un ensemble unique. Son crâne, long et muni de dents fines, sa voile qui se dressait au-dessus du dos et sa queue large sont aujourd'hui les images les plus connues dans tous les livres et les films sur les dinosaures. La combinaison de toutes ces particularités physiques rend le Spinosaurus encore plus fascinant pour ceux qui s'intéressent à la nature. Il n'existe aucun animal vivant aujourd'hui qui ressemble exactement au Spinosaurus. Il était vraiment unique, aussi bien par sa taille gigantesque que par les détails de chaque partie de son corps. C'est cette forme extraordinaire qui a rendu possible une façon de vivre très différente des autres grands dinosaures carnivores. Grâce à sa taille, à ses membres adaptés pour chasser et nager, à sa tête spéciale et à sa célèbre voile, le Spinosaurus restait un roi dans son territoire, toujours prêt à défendre sa place sur le bord des rivières pleines de vie. En comprenant chaque aspect de l'apparence du Spinosaurus, on peut deviner comment cet animal utilisait ses forces et ses particularités pour survivre dans le monde du Crétacé. L'observation de ses os, de ses dents et de sa voile montre comment la nature a permis à ce géant de devenir l'un des plus grands chasseurs de son temps.
Grâce à la forme très particulière de son corps, le Spinosaurus pouvait vivre dans un environnement où les autres grands prédateurs ne pouvaient pas s'adapter aussi bien. L'endroit préféré du Spinosaurus était fait de marais, de rivières, de grands lacs et d'une végétation abondante. Ces lieux étaient très communs dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Afrique, une région qui, il y a environ 100 millions d'années, était très humide et pleine de vie. Tous les jours, le Spinosaurus parcourait les berges, avançait dans la boue ou nageait dans les eaux profondes afin de trouver tout ce dont il avait besoin pour survivre. Autour de lui, l'environnement était rempli de sons et de mouvements. Le bruit de l'eau qui coule, les insectes en grand nombre, les petits animaux qui sautent dans l'herbe et les oiseaux primitifs qui appellent les uns les autres dans les arbres, tout cela faisait partie du monde dans lequel vivait le Spinosaurus. La chaleur était souvent très forte, car à cette époque, le climat de la région était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Pendant la journée, le soleil chauffait les plantes et la vapeur d'eau montait depuis les rivières pour créer une légère brume, surtout le matin et le soir. Les bords des rivières étaient couverts de buissons et de grands arbres. La terre était parfois meuble et mouillée, ce qui rendait chaque pas lourd pour les animaux très grands comme le Spinosaurus. Mais ses larges pieds et ses jambes robustes l'aidaient à ne pas glisser. Autour des points d'eau vivaient d'autres créatures, des tortues géantes, de longs crocodiles, des poissons de taille incroyable, mais aussi des amphibiens et des oiseaux au plumage simple. Ces animaux étaient à la fois les voisins et parfois la nourriture du Spinosaurus. La rivière principale, où le Spinosaurus passait beaucoup de temps, se trouvait souvent entourée de marais mous et d'étangs peu profonds. Dans ces endroits, l'eau bougeait lentement. La végétation poussait partout, parfois si épaisse qu'on ne pouvait presque pas voir la surface de l'eau. Les plantes aquatiques comme les roseaux, les joncs et de longues herbes couvraient les bords. Parfois, les arbres étaient si proches de l'eau que leurs branches touchèrent la surface et servèrent de refuge à de petits animaux. L'eau n'était pas toujours claire. Après de fortes pluies, la rivière devenait boueuse. Les morceaux de bois, de feuilles mortes et de plantes flottaient à la surface ou coulaient au fond. Certains endroits étaient plus profonds, d'autres si peu qu'on pouvait voir les cailloux et la boue. Ces détails étaient importants pour le Spinosaurus, car il devait bien connaître la forme du terrain pour marcher sans risque, surtout avec son poids énorme. Dans cet habitat, le matin commençait souvent très tôt, alors que la brume sortait de l'eau. Le Spinosaurus quittait alors la zone de repos où il avait passé la nuit. Il devait se réveiller avant certains animaux pour être prêt à chasser. La lumière du soleil traversait les arbres et créait des taches claires sur le sol et sur l'eau. Les poissons s'activaient déjà, les grenouilles sautaient dans l'eau et les oiseaux commençaient leur chant. Le Spinosaurus utilisait ses grands yeux pour repérer chaque mouvement dans la végétation ou sous la surface de la rivière. Plus loin des rivières, il y avait des forêts épaisses. Ces zones offraient de l'ombre pendant les heures les plus chaudes du jour. Les arbres étaient hauts et leurs feuilles protégeaient le sol de la lumière directe. Des fougères et des plantes anciennes couvraient la terre. D'autres dinosaures passaient parfois dans ces endroits, mais on pense que le Spinosaurus ne s'y aventurait pas trop, préférant rester près de l'eau pour trouver plus facilement de la nourriture. Dans les marais, le sol était fait de boue glissante, de plantes serrées et d'eau stagnante. Les odeurs étaient plus fortes, un mélange de plantes, de vases, d'animaux morts et de fleurs qui poussaient dans la chaleur. Les moustiques et d'autres insectes volaient en groupe. Pour le Spinosaurus, ce n'était pas un problème. Sa peau épaisse et son museau allongé lui permettaient d'avancer sans difficulté, cherchant sa nourriture au fond de l'eau ou sur les berges humides. Le Spinosaurus connaissait bien les habitudes des animaux qui partageaient sa région. Par exemple, il savait que les tortues géantes sortaient souvent à la surface pour respirer et se chauffer au soleil. Il observait leurs mouvements lents entre les plantes flottantes. Les poissons étaient parfois si grands qu'ils pouvaient faire bouger les plantes sur plusieurs mètres. Les crocodiles géants se reposaient souvent immobiles, la gueule à moitié ouverte, dans des coins tranquilles de la rivière. Il y avait aussi des périodes plus sèches où l'eau avait tendance à baisser et la végétation autour des rivières à devenir plus rare. Ces moments étaient plus difficiles car la nourriture devenait moins abondante.
Les Spinosaurus devaient alors marcher plus loin le long de la rivière, parfois traverser des zones de sable ou d'argile craquelée pour trouver un nouvel endroit où l'eau restait assez profonde pour permettre la pêche. Quand la nuit tombait, tout changeait dans cet environnement. Les bruits devenaient différents. Des grenouilles chantaient plus fort, des insectes se mettaient à bourdonner et certains poissons remontaient à la surface. Le Spinosaurus pouvait choisir de rester dans l'eau pour dormir à moitié, la tête posée sur le bord, où il pouvait sentir toute vibration autour de lui, ou il s'installait à l'abri de quelques grands arbres pour se reposer sans être trop exposé. Même la nuit, il restait attentif à tout ce qui bougeait, prêt à se relever en cas de danger ou si une proie venait trop près. Les scientifiques pensent que le Spinosaurus était si bien adapté à cet environnement grâce à toutes les formes de son corps. Son museau long et fin lui permettait de passer la tête sous l'eau sans que le reste du corps soit vu depuis le dessus. Ses pattes arrière courtes et larges l'aidaient à ne pas glisser sur la boue, et sa queue large poussait l'eau comme un nageur expérimenté. La vie sur les berges des rivières du Crétacé n'était jamais tranquille. D'autres dinosaures, grands et petits, venaient parfois à l'eau pour boire ou se laver. Le Spinosaurus devait être prudent, car même s'il était très fort, un combat avec un autre prédateur pouvait causer des blessures dangereuses. Parfois, il croisait des troupeaux d'herbivores qui passaient rapidement vers la rivière pour se rafraîchir ou manger les plantes tendres des marais. Ces animaux préféraient éviter le Spinosaurus et le moindre mouvement de sa grande voile sur l'eau suffisait à les faire fuir. Les oiseaux primitifs profitaient aussi de la richesse des berges. Ils se posèrent dans les arbres, cherchèrent des insectes dans la boue ou se servirent de leur bec pour attraper de petits poissons près du bord. Des nuées de moustiques, d'abeilles et de papillons colorèrent le ciel. Il y avait aussi des lézards, des serpents et d'autres petits animaux qui creusèrent dans la boue ou grimpèrent dans les branches. La végétation jouait un rôle important dans la vie de tous les animaux et spécialement pour le Spinosaurus. Grâce aux grandes feuilles des arbres, il pouvait se cacher à l'ombre pendant les moments les plus chauds ou attendre tranquillement près de l'eau sans être vu par ses proies. Les plantes aquatiques, en s'enroulant autour des jambes, rendaient parfois les déplacements difficiles, mais elles offraient aussi des cachettes pour les poissons que le Spinosaurus aimait chasser. L'eau était pleine de vie. Des poissons de toute taille nageaient en groupe entre les plantes. Certains étaient très petits et servaient de nourriture pour les oiseaux ou les jeunes crocodiles. D'autres étaient vraiment très grands, parfois aussi longs qu'un humain adulte. Les poissons préhistoriques avaient des écailles dures pour se protéger, mais le museau étroit et les dents du Spinosaurus pouvaient se faufiler entre les écailles et les attraper même s'ils essayaient de s'échapper. Dans cet habitat, le Spinosaurus devait souvent changer d'endroit. Il passait une partie de la journée à marcher sur la berge, cherchant des traces fraîches, sentant les odeurs laissées par d'autres animaux ou surveillant les endroits où les poissons sautaient. Il pouvait aussi nager calmement, sa grande queue bougeant lentement d'un côté à l'autre pour avancer sans faire de bruit. Pendant la saison chaude, il restait souvent plus longtemps dans l'eau, où la température restait plus agréable. Pendant la saison plus fraîche, il cherchait des endroits où le soleil chauffait la terre et la voile de son dos. Parfois, les grandes tempêtes changeaient complètement l'environnement. Des pluies très fortes remplissaient les rivières, les faisaient déborder, et de nouvelles zones de marais apparaissaient. Après la pluie, les courants d'eau apportaient de nouvelles plantes et de nouveaux animaux qui flottaient à la surface ou se cachaient sous les branches tombées. Le Spinosaurus devait s'adapter très vite à ces changements pour continuer à trouver de la nourriture. L'habitat du Spinosaurus offrait aussi quelques dangers. Parfois, en approchant trop d'un crocodile géant, il risquait des morsures ou des combats. Certains poissons préhistoriques avaient aussi des défenses très dures et pouvaient les blesser avec leurs nageoires pointues. Mais la plus grande prudence était de ne pas se coincer dans la boue des marais, où un faux pas pouvait empêcher un animal aussi lourd de sortir sans difficulté. Les fossiles des plantes et des animaux retrouvés dans la même région que ceux du Spinosaurus montrent à quel point l'environnement était riche et varié. Les scientifiques étudient chaque détail, la forme des feuilles, les traces de dents sur les os de poisson ou les coquilles brisées de tortues,
pour mieux comprendre comment tous ces animaux vivaient ensemble et comment le Spinosaurus trouvait sa place dans ce monde plein de surprises. À travers les saisons, le paysage changeait, mais la vie restait toujours active autour des rivières et des marais. Parfois, l'eau baissait beaucoup et de grandes plages de boue apparaissaient. Des oiseaux se rassemblaient pour manger les vers, les insectes ou les petits poissons pris au piège. Le Spinosaurus profitait aussi de ces moments pour chasser, car la nourriture était plus facile à attraper. Tout cela rendait l'environnement du Spinosaurus très particulier. Il fallait être résistant, attentif et rapide pour survivre au bord de ces eaux peu profondes, parfois calmes, parfois dangereuses. Le Spinosaurus, avec son corps adapté et ses habitudes de vie, dominait ce territoire où chaque jour apportait son lot de défis et de nouvelles proies à attraper. La vie dans cet habitat lui a permis de devenir l'un des plus grands prédateurs du Crétacé et d'utiliser à la fois la terre et l'eau pour grandir, chasser et se reposer. Près des rivières et des marais, tout autour du Spinosaurus, chaque détail de son corps montrait qu'il avait développé des façons uniques de vivre mieux dans ce milieu. Son apparence était différente, mais chaque partie avait une utilité claire. Les scientifiques, en étudiant chaque os retrouvé, comprennent comment le Spinosaurus utilisait son corps pour trouver de la nourriture, se déplacer et éviter le danger. On peut ainsi imaginer la vie du Spinosaurus dans l'eau et sur la terre grâce à ses adaptations spéciales. Le museau du Spinosaurus était long, mince et couvert de petites ouvertures. Les dents longues et droites sortaient de chaque côté de la mâchoire. Ses dents étaient nombreuses, bien plus que chez beaucoup d'autres dinosaures. Chacune était pointue et forte, parfaite pour saisir des proies rapides et glissantes dans l'eau. Les narines se situaient très haut sur le museau. En gardant la bouche sous l'eau, le Spinosaurus pouvait respirer sans remonter entièrement la tête. Cette disposition était aussi utile pour sentir les odeurs de poissons et suivre leurs traces dans la rivière. Sa tête était reliée à un cou puissant mais assez souple, capable de bouger dans de nombreuses directions. Cela aidait à suivre une proie mobile ou à regarder autour sans faire de bruit dans l'eau. Le cerveau, protégé par un crâne épais, contrôlait des sens très développés. On suppose que la vue du Spinosaurus était bonne, assez pour suivre chaque mouvement dans la lumière changeante de la rivière. On pense aussi que son sens de l'odorat était fin, car beaucoup de nerfs passaient près de ses narines. Les oreilles du Spinosaurus n'ont pas laissé de traces précises car la partie molle ne se fossilise pas. Mais l'emplacement des petits trous dans le crâne indique qu'il pouvait entendre les bruits sous l'eau et sur la terre. Il pouvait ainsi repérer les poissons qui s'agitaient ou entendre d'autres animaux s'approcher sur la berge. Les bras du Spinosaurus étaient robustes et comportaient de grandes griffes recourbées. Ses bras lui servaient à saisir des proies, à creuser la boue à la recherche d'animaux cachés ou à tenir fermement une carapace épaisse de tortues. Chaque griffe mesurait autour de 30 cm, ce qui permettait de retenir fortement sa prise. Les muscles des épaules étaient puissants, prêts à bouger vite même sous l'eau. Quand le dinosaure allongeait ses bras, il pouvait élargir son espace autour de lui, rendant ses attaques plus efficaces dans les marais étroits. Ses pattes arrière étaient plus courtes et plus larges que celles d'autres dinosaures carnivores. La position de ses articulations permettait de garder équilibre sur la terre meuble des bords des rivières. Ses pieds étaient larges et plats, ce qui aidait à marcher dans la boue ou l'argile sans s'enfoncer trop profondément. Les orteils pouvaient s'écarter pour mieux répartir le poids. Cette adaptation spéciale à la marche sur terrain humide est rare chez les grands dinosaures. La queue du Spinosaurus est aussi très intéressante. Elle était grande, solide à la base et devenait plus aplatie et souple au bout. Les os qui formaient chaque partie de la queue portaient des prolongements en haut et en bas. La queue, plate et large, ressemblait à une rame. Elle servait à avancer vite dans l'eau, à tourner, à garder équilibre quand le Spinosaurus nageait. Chaque coup de queue donnait une poussée forte, ce qui permettait d'attraper facilement un poisson ou de s'éloigner d'un danger. La nage était facilitée aussi par la forme générale du corps. Le Spinosaurus avait des os denses.
plus lourds que ceux de beaucoup d'autres dinosaures. Cela empêchait le corps de flotter à la surface sans effort. Le poids des eaux aidait à rester immergé près du fond de la rivière pour chasser plus discrètement. Sa respiration pouvait s'adapter au rythme de la nage, lui permettant de rester longtemps dans l'eau ou de remonter juste assez pour respirer par les narines haut placées sur le museau. Sur son dos, la fameuse voile du Spinosaurus était elle aussi une adaptation très spéciale. La voile était composée d'os qui sortaient de la colonne vertébrale. Certains mesuraient jusqu'à 2 mètres de haut. La peau tendue entre ces os formait une grande surface visible, parfois colorée selon la lumière. Les scientifiques pensent à plusieurs utilités pour cette voile. Peut-être qu'elle permettait au Spinosaurus d'attirer un partenaire en période de reproduction. Peut-être qu'elle servait à montrer aux autres animaux qu'il fallait garder leur distance. Il est aussi possible que la voile aidait le dinosaure à contrôler la chaleur de son corps, en captant le soleil ou en relâchant la chaleur pendant les moments frais. On ne connaît pas encore toutes les couleurs de la voile car la peau ne se conserve pas dans les fossiles, mais certains chercheurs imaginent que la voile pouvait porter des marques, des taches ou des lignes pour mieux communiquer avec les autres Spinosaurus. Elle pouvait servir de signal visible de très loin sur les rivières larges ou dans la végétation dense. Dans la bouche du Spinosaurus, le palais et la langue jouaient aussi un rôle important. Grâce à leur forme, elles permettaient de bien tenir les poissons et de les avaler rapidement sans les laisser s'échapper. Certains muscles du cou étaient reliés à la mâchoire pour que chaque mouvement soit rapide et fort. Une fois attrapée, la proie était maintenue entre les dents, puis avalée tout entière ou en gros morceaux. Le Spinosaurus utilisait aussi ses sens pour la chasse nocturne. La nuit, la lumière était faible et les couleurs disparaissaient, mais l'odorat, l'ouïe et le toucher restaient très utiles. Il pouvait sentir les vibrations de l'eau, repérer l'onde laissée par un poisson qui nageait ou un animal blessé et s'approcher doucement sans être vu. Pour chasser, le Spinosaurus se servait de toutes ces adaptations. Quand il marchait dans le marais, il posait chaque pas lentement, sentant sous ses pieds si la terre était ferme ou glissante. S'il entendait un bruit, il se tournait lentement, parfois en se baissant légèrement pour ne pas être vu par sa proie. Une fois qu'il avait repéré une proie, il avançait le museau sous l'eau, gardant les yeux et les narines bien en hauteur. D'un coup rapide, il ouvrait la gueule et utilisait la force de ses mâchoires pour attraper la proie. Les dents longues, fines et robustes empêchaient les poissons ou d'autres petits animaux de s'enfuir. Sa capacité à nager venait aussi de la forme de son tronc et de ses hanches. Le ventre large enfermait de grands poumons et un cœur puissant. Les muscles du dos reliaient la colonne, la voile et la queue, créant une force continue pendant la nage. En glissant dans l'eau, le corps du Spinosaurus suivait les mouvements de la queue et ses bras restaient souvent proches du corps pour ne pas ralentir la glissade. La peau du Spinosaurus était très résistante aux coupures, aux morsures ou aux griffures des autres animaux. La couche extérieure pouvait être épaisse, peut-être couverte d'écailles ou de petites bosses. Il arrivait parfois que la peau de la voile soit blessée par des attaques ou des branches pointues, mais elle pouvait cicatriser lentement. Les habitudes alimentaires du Spinosaurus étaient aussi liées à ses adaptations. Il préférait attraper les poissons, les amphibiens ou d'autres animaux aquatiques. Mais s'il croisait une proie sur la terre, comme une petite tortue ou un oiseau sans défense près de la berge, il utilisait ses bras pour frapper, saisir et retenir. Comme ses membres étaient courts mais musclés, chaque geste rapide permettait d'attraper un animal et de le ramener dans l'eau pour mieux le manger. La disposition des yeux, des bras, de la queue et de la voile lui donnait aussi un grand contrôle sur son environnement. Il pouvait surveiller une grande distance dans la rivière. Il savait où se positionner pour guetter les poissons lors de la migration et comment attendre sans trop gaspiller de force. Parmi les autres habitudes adaptatives, le Spinosaurus était aussi très discret. Si un danger approchait, il savait s'enfoncer dans la végétation ou plonger presque complètement sous l'eau, ne laissant dépasser que la voile et les yeux.
Cette technique lui permettait de rester à l'abri des regards curieux, prêts à fuir ou à attaquer si nécessaire. Pour se protéger contre la chaleur, il pouvait utiliser la voile pour absorber le soleil tôt le matin, puis chercher l'ombre des arbres ou s'enfouir dans la boue fraîche pendant les heures très chaudes. Quand il pleuvait, la voile servait à détourner l'eau et la tête allongée aidait à respirer au-dessus de l'eau montante. Certains jeunes Spinosaurus utilisaient les mêmes adaptations, mais à une plus petite échelle. Le museau restait long, les dents poussaient déjà droites et fines, la queue grandissait plus vite pour la nage. Les petits restaient parfois cachés dans les herbes hautes pour éviter d'attirer l'attention des grands prédateurs ou même des adultes du même groupe, car ils étaient plus fragiles. L'un des aspects les plus fascinants du Spinosaurus reste la façon dont chaque partie de son corps travaille avec les autres. Pour marcher dans la boue, les pieds s'élargissaient, les bras restaient proches du corps et la queue se balançait doucement. Pour nager, la queue battait l'eau, la tête restait haute et droite, et le tronc restait rigide pour permettre une glissade silencieuse. Quand il voulait effrayer un rival ou se montrer à une femelle, il dressait la voile, se plaçait bien droit, ouvrait la gueule et faisait peut-être vibrer la peau de la voile pour produire un son grave. La digestion des proies aquatiques pouvait être facilitée par la forme intérieure des intestins. Les nutriments étaient absorbés lentement, car les poissons souvent avalés entiers demandaient plus de travail pour être digérés. L'estomac du Spinosaurus devait être solide et plein de sucs digestifs puissants. Le Spinosaurus savait aussi utiliser son corps pour défier les autres prédateurs. S'il croisait un crocodile géant ou un autre dinosaure carnivore près de l'eau, il dressait la voile pour paraître plus grand, avançait lentement en montrant ses griffes et faisait claquer ses mâchoires dans l'air pour avertir. Cela suffisait souvent à faire fuir les ennemis ou à provoquer un combat seulement si aucune échappatoire n'était possible. Dans la vie de tous les jours, ces adaptations permettaient au Spinosaurus de dominer son territoire, d'éviter la compétition directe avec d'autres grands prédateurs et de profiter au maximum des ressources qu'offraient les rivières, les marais et les berges pleines de vie. Grâce à la combinaison de sa silhouette, de ses dents universelles pour la pêche, de sa voile impressionnante, de ses sens développés et de ses membres puissants, le Spinosaurus trouvait toujours une solution pour chaque problème rencontré dans son monde du Crétacé. La voile qui se trouvait sur le dos du Spinosaurus attirait toujours tous les regards et intriguait beaucoup les chercheurs. Cette structure haute et fine, composée de longs os qui sortaient de la colonne vertébrale, donnait à ce dinosaure une silhouette tout à fait différente de tous les autres animaux de son temps. Chaque os de la voile, appelé épine neurale, grandissait à partir de la colonne. Certaines de ces épines pouvaient mesurer presque 2 mètres, commençant près du cou et continuant jusqu'au milieu du dos, puis diminuant progressivement vers la queue. Entre les épines, la peau créait une fine membrane assez souple mais résistante qui pouvait bouger doucement avec le vent ou les mouvements du dinosaure. Les scientifiques se sont beaucoup interrogés sur le rôle de la voile du Spinosaurus. Cette partie très visible pouvait servir à plusieurs choses dans la vie du dinosaure. D'abord, la taille et la forme particulière de la voile faisaient paraître le Spinosaurus plus grand et plus impressionnant. Dans la lumière du soleil ou au bord des rivières, la grande crête se voyait de loin et signalait la présence du dinosaure dans son territoire. Cela permettait sûrement de montrer sa force aux autres animaux, de garder les rivaux à distance ou d'attirer des partenaires pendant la saison de la reproduction. Certains chercheurs pensent aussi que la voile avait un rôle dans le contrôle de la température du corps. Quand le soleil du Crétacé chauffait fort, le Spinosaurus pouvait s'installer près de l'eau, tourner le dos vers la lumière et ainsi capter plus de chaleur grâce à la grande surface de la voile. En fin d'après-midi, il pouvait aussi rafraîchir son corps en restant à l'ombre avec la voile bien exposée au vent doux qui soufflait le long de la rivière. La peau qui recouvrait la voile était très fine, peut-être traversée par de petits vaisseaux sanguins qui aidaient à changer rapidement la température interne. Ce système lui permettait de mieux supporter les changements du climat, surtout quand il faisait très chaud ou plus frais la nuit. La voile servait également à la communication entre Spinosaurus. Par exemple, lorsque 2 individus se rencontraient,
ils pouvaient déployer leur voile au maximum, se dresser bien droit et se déplacer lentement face à face. Les impressions visuelles étaient très importantes. Les couleurs de la voile jouent peut-être un grand rôle, même si aujourd'hui on ne connaît pas leur vraie tonalité. On peut imaginer des marques, des lignes ou des taches plus claires ou plus foncées. Les couleurs vives auraient permis de se reconnaître, d'envoyer des avertissements ou de charmer un partenaire lors des rituels de reproduction. Parfois, un Spinosaurus utilisait sa voile pour effrayer un ennemi ou faire fuir des prédateurs. En se tenant debout, la voile dressée, le dinosaure paraissait beaucoup plus grand. Le simple fait de bouger la voile de gauche à droite pouvait suffire à effrayer un autre animal, comme un crocodile géant, un autre dinosaure prédateur, ou même des troupeaux de dinosaures herbivores venus boire à la rivière. Le Spinosaurus augmentait ainsi ses chances de garder son territoire et de protéger ses ressources, surtout la nourriture et l'accès à l'eau. La structure de la voile était fragile à certains endroits, à cause de la longueur des os, mais la peau souple servait un peu d'amortisseur en cas de choc ou de coup. Il est probable que de petites blessures ou coupures arrivaient parfois quand la voile entrait en contact avec les branches ou les roseaux du bord de l'eau. Cependant, les os s'étaient protégés par la chair et des cicatrices pouvaient se former sans trop de problèmes. De nouveaux fossiles de Spinosaurus, retrouvés dans des régions différentes, montrent parfois des variations dans la forme ou la taille de la voile. Certains individus, probablement plus jeunes, avaient des voilettes moins hautes. En grandissant, la voile grandissait aussi, formant une sorte de marque visuelle de la maturité. Il est alors probable que la taille de la voile servait aussi à montrer l'âge ou la force du dinosaure aux autres membres de son espèce. Les muscles et les tissus qui liaient la voile au reste du dos permettaient de la tenir bien droite ou de la faire bouger légèrement. On suppose donc que la voile pouvait vibrer pendant certains mouvements, surtout lors de démonstrations de force ou pendant les parades. Des petits sons pouvaient en sortir, surtout si le vent passait rapidement entre les épines. Les bruits légers étaient probablement entendus seulement de près, mais ils ajoutaient un effet spécial à la vue déjà impressionnante de la voile. Les observations des animaux vivants aujourd'hui qui possèdent des crêtes, des bosses ou des plaques sur leur dos donnent des indices sur le rôle possible de la voile du Spinosaurus. Mais il reste des différences importantes, car aucun animal actuel n'a cette forme allongée avec une voile aussi grande. Les scientifiques continuent de comparer les os fossilisés pour trouver d'autres évidences et proposer des explications nouvelles. D'un point de vue biologique, la voile était liée au sang qui circulait à travers la peau fine. Pendant les moments de chaleur, le sang montait dans les vaisseaux de la voile, s'échauffait au soleil, puis descendait dans le reste du corps pour réchauffer l'animal plus vite. Dans le froid matinal, le Spinosaurus pouvait capter les premiers rayons solaires de la journée, aidant à activer rapidement ses muscles pour chasser. Au contraire, pendant les heures chaudes, il pouvait perdre de la chaleur plus vite si un vent se levait, la voile servant alors de surface d'échange thermique. Les chercheurs imaginent aussi que la voile puisse servir d'outil de repère dans l'environnement épais des marais et des rivières. Quand la végétation était très dense, la grande voile pouvait émerger au-dessus de l'herbe et des arbres bas, permettant à d'autres Spinosaurus de se voir ou de se repérer sans se perdre, même à distance. Cette forme de signal était efficace pour les grands animaux qui vivaient dans le même espace, mais qui ne voulaient pas se rencontrer par surprise. Chez les jeunes, la croissance de la voile était plus lente. Les petits Spinosaurus devaient parfois cacher leur voile incomplète en restant dans les hautes herbes ou dans les recoins des marais, pour éviter d'attirer l'attention des prédateurs plus grands. La voile devenait un atout avec les années, surtout pour se faire remarquer par les adultes et signaler qu'ils grandissaient bien. Il est possible aussi que la voile ait protégé, au moins un peu, le dos du Spinosaurus contre le soleil direct et contre les insectes piquants trop nombreux autour de l'eau. En créant une ombre sur une partie du corps, la voile gardait la colonne vertébrale à l'abri des rayons trop puissants, ce qui pouvait éviter les blessures sur la peau fragile. La forme et la taille de la voile changeaient légèrement d'un Spinosaurus à l'autre. Certains fossiles montrent des voiles plus arrondies, d'autres plus pointues ou avec des bosses.
Cela pouvait servir à différencier les familles ou les groupes de Spinosaurus dans une même région. Les plus grandes voiles étaient sûrement celles des adultes les plus forts, alors que les individus âgés pouvaient avoir des traces d'usure ou de petites cassures à cause des années passées à traverser les marais et les rivières. Lors des saisons de reproduction, la voile devenait sûrement très importante. Les Spinosaurus adultes se rassemblaient peut-être dans des endroits précis des berges pour se montrer, défiler, déployer la voile et faire entendre leurs cris puissants. Les mâles voulaient impressionner les femelles en dressant la voile bien droite, en marchant lentement dans l'eau ou en faisant des gestes précis du cou et du dos. Certaines parades pouvaient durer longtemps, suivant les cycles du soleil et des marées, car les voiles étaient plus visibles quand la lumière était forte et quand l'eau reflétait leur couleur. La protection de la voile contre les attaques était aussi un point important. Parfois, deux Spinosaurus se battaient pour défendre leur territoire ou pour une femelle. Les griffes et la queue étaient utilisées, mais des coups de voile pouvaient aussi arriver. Les blessures à la voile n'étaient en général pas mortelles, mais elles laissaient des cicatrices reconnaissables. Cela pouvait servir comme signe visuel pour montrer qu'un individu avait survécu à plusieurs combats. Le Spinosaurus utilisait donc chaque jour sa voile pour s'adapter à la vie des marais, à la météo, à la recherche de nourriture et à la communication avec sa famille. Chaque naissance apportait une nouvelle voile qui grandissait lentement, chaque saison la marquait de nouvelles traces, et chaque adulte portait l'histoire de son territoire à travers la forme particulière de sa grande crête. D'un point de vue scientifique, l'étude des fossiles de la voile apporte beaucoup d'informations sur la croissance du Spinosaurus. Chaque os de la colonne, chaque épine et chaque fragment de voile retrouvé dans le sol permet de dater l'âge de l'individu, de voir son état de santé ou de comprendre comment la voile s'est formée au fil de millions d'années. La structure interne des os garde la mémoire de la croissance comme des anneaux dans le tronc d'un arbre et montre quel moment de l'année était favorable ou difficile pour le Spinosaurus. Les restes fossiles montrent aussi les marques laissées par les muscles sur la base des épines. Cela indique que la voile était mobile, au moins sur une petite surface. La présence de nervures sur la peau fossilisée suggère que des vaisseaux sanguins circulaient dans la voile, confirmant l'idée d'un rôle dans la gestion de la température du corps du dinosaure. Même si la voile était grande et lourde, elle ne semble pas avoir gêné le Spinosaurus pendant la nage ou pendant la chasse. Au contraire, elle servait probablement de repère visuel pour s'orienter près de la surface, suivre la lumière ou signaler sa présence à d'autres animaux sans faire de bruit. Sa silhouette restait visible même quand le reste du corps se cachait sous l'eau, rendant l'approche du Spinosaurus très reconnaissable pour tous les habitants des rivières. La question de la couleur exacte de la voile reste ouverte. Les scientifiques utilisent parfois des outils modernes pour analyser les fossiles à la recherche de traces de pigments. Mais aucun résultat ne permet pour l'instant de savoir si la voile était rouge vif, verte, bleue ou simplement marquée de dessins ou de taches. Les dessins dans les livres montrent toutes sortes de couleurs pour permettre à chacun d'imaginer selon sa propre idée du Spinosaurus. Le rôle de la voile reste donc une grande énigme dans l'étude des dinosaures du Crétacé. Chaque nouvelle découverte de fossiles, chaque fragment d'os provenant de la colonne ou de la voile, ajoute un détail de plus à l'histoire déjà fascinante de ce dinosaure et différent des autres. Grâce à cette structure, le Spinosaurus a marqué l'histoire de son époque et a attiré l'intérêt de tous les passionnés qui rêvent de voir un jour un animal aussi grand se dressant lentement près de la rivière, la grande voile se balançant doucement dans le vent. Dans la vie quotidienne du Spinosaurus, la voile restait un atout essentiel. Le matin, elle captait la chaleur du soleil. À midi, elle faisait fuir les autres animaux qui s'approchaient trop près de son territoire. En fin de journée, elle pouvait indiquer sa présence aux autres membres de son espèce ou montrer à ses rivaux qu'il contrôlait encore tout l'espace autour des marais. Pendant les tempêtes, la voile résistait, parfois ployait sous le vent, mais montrait la force et l'adaptation exceptionnelle de ce prédateur de son temps. L'importance de la voile, ses fonctions multiples et son apparence unique prouvent à quel point la nature a su imaginer des solutions adaptées à chaque milieu.
Chez le Spinosaurus, la grande voile du dos reste aujourd'hui le signe le plus visible de son passage sur Terre, un souvenir vivant dans chaque fossile, chaque reconstitution et chaque rêve d'enfant qui s'imagine face à ce géant de l'eau et des forêts anciennes. Quand les chercheurs retrouvent certains restes fossiles dans le sable ou dans la roche, ils découvrent aussi des parties précieuses de l'histoire du Spinosaurus et de sa grande voile célèbre. Mais durant de nombreuses années, personne ne connaissait vraiment ce dinosaure. Les premiers os retrouvés n'étaient qu'un début, mais ils changeaient déjà la compréhension de tout un groupe d'animaux anciens. Pour comprendre le Spinosaurus, il a fallu du temps, des efforts et beaucoup de chance. Les découvertes les plus importantes ont eu lieu dans des endroits très difficiles à explorer, comme le désert du Sahara, en Afrique du Nord, qui était autrefois couvert de rivières, de forêts, de lacs et de marais. Le tout premier fossile identifié comme venant d'un Spinosaurus a été trouvé il y a plus de 100 ans, au début du XXe siècle, par un scientifique allemand nommé Ernst Stromer. Ce chercheur aimait beaucoup étudier les dinosaures et cherchait toujours dans les endroits où peu de gens allaient. Il a trouvé des os très étranges dans la région appelée Baharia, en Égypte, enfouis sous des couches épaisses de sable et de cailloux. Ces os étaient plus larges, plus longs et plus hauts que tous ceux qu'il connaissait déjà. Stromer a compris qu'il avait devant lui les restes d'un animal vraiment exceptionnel. Il a pris soin de décrire la forme, de mesurer chaque os et de dessiner la silhouette étrange avec la grande voile sur le dos. Les premiers dessins montraient déjà un animal très différent de tous les autres dinosaures du musée. Les fossiles recueillis par Stromer étaient constitués surtout des os du dos, d'une partie de la mâchoire, de quelques dents et de morceaux de jambes et de queue. Malheureusement, beaucoup d'éléments manquaient pour faire une image complète du Spinosaurus. Stromer a dû imaginer une partie du squelette à partir des morceaux retrouvés, mais il a écrit des descriptions très détaillées. Il a donné au dinosaure le nom de Spinosaurus aegyptiacus, ce qui veut dire « lézard à épines d'Égypte ». Ce nom venait surtout de la forme longue et pointue des os du dos. Après cette découverte, les restes fossiles du Spinosaurus ont été transportés en Allemagne pour être étudiés plus en détail dans un musée célèbre à Munich. Stromer voulait que tout le monde voie ces os particuliers et comprenne à quel point le Spinosaurus était différent des autres dinosaures carnivores. Malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, le musée de Munich a été bombardé. Les fossiles précieux du Spinosaurus ont été détruits. Il ne restait que les notes, les photos et les dessins faits par Stromer et son équipe. Pendant longtemps, personne n'a pu revoir les vrais os et beaucoup de gens doutaient même de leur existence. Des années plus tard, d'autres chercheurs sont retournés dans le désert du Sahara pour essayer de retrouver des restes du Spinosaurus. Ils ont fouillé les mêmes couches de roches et de sable, creusant doucement avec des outils spéciaux pour ne pas casser les fossiles fragiles. Le climat chaud du désert ne facilitait pas la tâche. La chaleur, la sécheresse, les tempêtes de sable rendaient les fouilles très difficiles pour tous les scientifiques. Une fois les os découverts, il fallait les protéger avec du plâtre, puis les transporter sur de longues distances pour les étudier en laboratoire. Petit à petit, de nouveaux morceaux ont été retrouvés. Des parties de crâne, de longs os de la queue, des vertèbres, des dents, des griffes et surtout d'autres épines de la grande voile. Chaque nouvelle trouvaille permettait d'ajouter des détails à la reconstruction du Spinosaurus. La silhouette devenait plus précise et les chercheurs pouvaient mieux comprendre la forme, la taille et les adaptations de ce dinosaure étonnant. Ils utilisaient aussi les dessins anciens de Stromer pour vérifier la position de chaque os. Le désert du Sahara a livré d'autres secrets. En creusant plus profond ou en étudiant des pierres venues d'anciens lits de rivières, les scientifiques ont trouvé des fossiles d'autres animaux qui vivaient en même temps que le Spinosaurus. On découvrait des dents de crocodiles géants, des os de poissons énormes, des carapaces de tortues et même les empreintes laissées par d'autres dinosaures carnivores ou herbivores. Ces découvertes racontaient comment était le monde du Spinosaurus, plein d'animaux et de plantes très différents du désert sec d'aujourd'hui.
Avec de nouveaux morceaux de squelette, les chercheurs ont assemblé des modèles plus complets. Ils utilisaient des ordinateurs pour étudier la structure des os, pour mesurer la longueur de la queue, la hauteur des épines de la voile et la taille des dents. De cette façon, ils pouvaient fabriquer des squelettes à taille réelle en utilisant du plâtre, de la résine ou des impressions en 3 dimensions pour remplacer les parties manquantes. Certains musées en Europe, en Afrique ou en Amérique montrent aujourd'hui de grands Spinosaurus reconstitués afin que tout le monde puisse observer à quoi ressemblait ce géant du Crétacé. Les dents du Spinosaurus, retrouvées souvent dans le sable du Sahara, sont devenues des objets très précieux pour les paléontologues. Ces dents longues et fines permettent de reconnaître le dinosaure, même sans avoir tout le squelette. Les scientifiques peuvent analyser la forme, la taille et même les marques laissées par la nourriture. Par exemple, certaines dents montrent des rayures qui indiquent que le Spinosaurus chassait souvent dans l'eau, attrapant des poissons couverts d'écailles dures. Parfois, les morceaux retrouvés viennent de plusieurs individus différents. Pour reconstituer le squelette, il faut donc comparer la taille et la forme des os, vérifier s'ils appartiennent à des adultes ou à des jeunes et chercher des signes spéciaux comme des marques de morsure ou de cicatrisation. Les chercheurs notent soigneusement chaque détail, car la moindre différence peut révéler l'existence de plusieurs espèces de Spinosaurus ou de cousins proches, vivant dans des régions différentes il y a des millions d'années. La région du Sahara n'est pas le seul endroit où l'on a trouvé des restes de Spinosaurus. Des fossiles semblables ont été découverts en Tunisie, au Maroc, en Algérie et dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Dans chaque site, les scientifiques travaillent longtemps pour sortir les os du sol, les nettoyer, les coller si besoin et les protéger contre la poussière ou l'humidité. Grâce à tous ces efforts, l'image du Spinosaurus devient plus complète chaque année. Les musées exposent des fragments de voile, de grandes griffes, des vertèbres et toutes sortes de dents qui viennent des profondeurs du temps. L'étude des fossiles permet aussi de comprendre l'environnement où vivait le Spinosaurus. En regardant les roches, les plantes fossilisées ou les sédiments autour des eaux, on sait si le climat était humide ou sec, si l'eau était douce ou salée et quelles autres créatures partageaient la même région. Ces détails montrent que, pendant la période du Crétacé, le Sahara était un endroit rempli d'eau, de verdure et de vie, très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Au fil du temps, de nouveaux chercheurs se sont intéressés aux Spinosaurus. Ils ont utilisé des techniques modernes comme la tomographie, qui permet de voir à l'intérieur des os fossilisés sans les casser, ou l'analyse par microscanner qui précise la composition chimique des vieux restes. Grâce à ces technologies, les scientifiques détectent des détails invisibles à l'œil nu, comme les canaux de sang dans la voile, les muscles qui attachaient la queue ou la structure des dents utilisées pour la pêche. Parfois, les fouilles sont interrompues par la météo, des intempéries importantes ou le manque de moyens. Beaucoup d'os restent encore enfouis dans le sol du désert, attendant d'être trouvés un jour. Chaque expédition est un long travail d'équipe entre géologues, paléontologues, ouvriers, guides locaux et étudiants passionnés. Ils passent des jours à creuser, tamiser le sable, transporter les fossiles, photographier chaque étape et enregistrer toutes les mesures. Ce travail minutieux permet à la science de progresser lentement, os par os, vers une image plus vraie du Spinosaurus. Lorsqu'un fossile est transporté vers un laboratoire, on le nettoie avec des pinceaux fins, on le consolide avec de la colle spéciale, puis on le mesure et on le dessine. Si le fossile est fragile, on fait des moules pour le préserver et permettre à d'autres musées d'exposer une copie. Les chercheurs analysent aussi la santé des animaux en observant les traces de maladies, de blessures ou de croissance sur les os. Certains Spinosaurus portaient des marques de combat, des fractures guéries ou des dents usées par l'âge et la chasse. L'intérêt pour le Spinosaurus est si grand que beaucoup de films, de livres et de dessins animés montrent ce dinosaure dans ses aventures. Les scientifiques partagent leurs découvertes avec le public à travers des expositions, des conférences, des livres et des articles simples.
Ils veulent faire comprendre le travail nécessaire pour retrouver un os enfoui pendant 100 millions d'années et reconstituer la vie d'un animal disparu. Autour des fossiles, on a retrouvé aussi des traces laissées dans la boue ancienne, des empreintes de pas, des marques de griffes et même des traces de nage dans les couches sédimentaires. Les empreintes montrent comment le Spinosaurus posait ses pieds, comment il marchait en bord de l'eau et parfois comment il glissait dans la vase pour rejoindre la rivière. Les marques retrouvées sur les os de gros poissons ou de crocodiles montrent aussi que le Spinosaurus partageait parfois la même nourriture ou entrait en compétition pour attraper les mêmes proies. Ces détails révèlent comment chaque animal utilisait le territoire du Sahara préhistorique pour survivre. Quand les scientifiques découvrent un site où se trouvent plusieurs os de Spinosaurus, ils commencent par dessiner une carte du terrain. Ils notent précisément la position de chaque os, car cela donne des indices sur la façon dont l'animal est mort et sur ce qui est arrivé après sa mort. Parfois, un cadavre a été déplacé par des crues ou par d'autres animaux charognards. Parfois, les os ont été couverts rapidement par le sable, ce qui explique la bonne conservation de certains fossiles. La recherche de nouvelles preuves continue chaque jour. Les chercheurs espèrent toujours trouver un squelette complet, avec la tête, la voile, la queue, les bras et les pattes, dans des conditions idéales. Un fossile entier permettrait de répondre à de nombreuses questions encore ouvertes sur la forme exacte, la posture, les couleurs ou la biologie du Spinosaurus. Pourtant, chaque fragment découvert est déjà une victoire, car il ajoute une pièce au grand puzzle de la vie ancienne sur Terre. Les fossiles du Spinosaurus racontent encore d'autres histoires. En analysant des traces de minéraux à l'intérieur des os, les scientifiques savent si les animaux buvaient de l'eau douce, s'ils mangèrent de la viande ou s'ils vivaient surtout dans la boue ou dans les rivières profondes. Les outils modernes comme la datation au carbone, les lasers ou l'analyse par ordinateur permettent de reconstituer la façon dont les os se sont fossilisés au fil du temps et comment le paysage du Sahara s'est modifié. Aujourd'hui, la collection de fossiles de Spinosaurus grandit encore dans les musées et les laboratoires du monde entier. Les équipes continuent de chercher dans le désert, dans les montagnes, dans les gorges et même dans les fonds marins où d'anciennes rivières se sont asséchées. Chaque découverte fait avancer la connaissance, rend le portrait du Spinosaurus plus précis et donne envie à de nouveaux chercheurs de partir à leur tour à la recherche de l'histoire de la vie. Les premiers fossiles retrouvés, les notes précises d'Ernst Stromer, puis toutes les trouvailles récentes révèlent un dinosaure capable de dominer son environnement et d'accepter les changements du climat, des rivières et des rivalités avec d'autres animaux. Grâce à la patience et au travail de générations de scientifiques, le Spinosaurus, sorti du sable, est devenu l'un des dinosaures les plus célèbres du monde. Son histoire ne cesse de grandir, chaque os retrouvé montrant à quel point il existe encore de nombreux mystères à découvrir sur cette créature fascinante. L'étude détaillée des os du Spinosaurus a révélé bien plus que sa taille impressionnante ou sa forme étrange. Les chercheurs ont examiné chaque partie de son squelette pour comprendre comment il bougeait et vivait dans son environnement plein d'eau. Grâce à cette recherche minutieuse, il est devenu clair que le Spinosaurus était bien différent des autres grands dinosaures carnivores de son époque, surtout parce qu'il possédait des capacités de nage très développées. Avec le temps, les scientifiques ont appris à voir ce dinosaure comme un expert des rivières et des marais, un chasseur qui savait parfaitement se déplacer dans l'eau. Les indices sont visibles sur les os trouvés dans le désert. Les pattes arrière du Spinosaurus étaient plus courtes et plus larges que celles de beaucoup d'autres dinosaures carnivores. Elles étaient robustes, avec des muscles puissants, mais leur forme ne servait pas à courir vite sur la terre ferme. Les pieds étaient larges, avec des orteils étalés qui s'évasent sur le sol ou la boue, un avantage certain lorsqu'ils marchent dans des lieux humides ou glissants. Les fossiles montrent aussi que les os des pieds portaient de larges traces d'articulation adaptées à la marche dans la vase ou au passage entre les tiges épaisses des herbes aquatiques. Ces bras, eux aussi solides, avaient de longues griffes, bien utiles pour attraper une proie ou se maintenir au bord de l'eau. Mais c'est surtout la forme de la queue qui a beaucoup étonné les scientifiques. Les restes découverts montrent une queue plate, allongée et souple,
avec de larges extensions osseuses en haut et en bas. Cette particularité est rarement observée chez les autres grands dinosaures carnivores. La queue du Spinosaurus formait presque une sorte de pagaie. Elle bougeait de droite à gauche, créant une poussée forte dans l'eau, aidant le corps à glisser sans bruit et sans effort visible. Ce mode de déplacement indique que le Spinosaurus pouvait nager sur de longues distances pour chercher de la nourriture ou explorer ses marécages. Les os du Spinosaurus étaient aussi bien plus denses et lourds que ceux de beaucoup d'autres dinosaures. Ce détail surprenant empêchait le dinosaure de flotter trop à la surface. Il pouvait ainsi s'enfoncer plus profondément dans l'eau, nager en gardant la tête près de la surface ou même attendre patiemment à demi immergé que la proie passe à sa portée. Les muscles attachés au bassin, au dos et à la queue étaient volumineux et organisés de manière à donner une grande force pour pousser l'eau. Ces muscles servaient davantage pendant la nage que lors de la marche sur terre. La forme longue et fine du museau du Spinosaurus était aussi un atout pour nager et attraper des proies aquatiques. Les narines placées haut sur le crâne lui permettaient de sortir seulement le bout du museau et de respirer sans devoir lever toute la tête hors de l'eau. Les yeux placés un peu en hauteur offraient une bonne vision en nageant juste sous la surface, à l'affût du moindre mouvement de poissons ou d'autres animaux approchant de la rive. Quand un Spinosaurus voulait poursuivre une proie, il débutait par nager lentement, presque sans bruit. La grande queue plate battait l'eau d'un côté, puis de l'autre, poussant le corps en avant. Les bras restaient souvent le long du corps pour ne pas gêner la nage. Lorsqu'il se rapprochait d'un animal, il avançait doucement, prêt à bondir ou à sortir la tête de l'eau au bon moment. Son corps, effilé, coupait l'eau sans laisser de grandes vagues, ce qui lui donnait l'avantage de surprendre ses proies les plus rapides. La plupart du temps, le Spinosaurus restait silencieux et immobile, camouflé parmi les roseaux ou les plantes flottantes. Les scientifiques pensent qu'il pouvait passer de longues heures ainsi, moitié dans l'eau, moitié sur la rive, bougeant peu pour ne pas attirer l'attention. Mais quand une proie passait tout près, il devenait très rapide, utilisant la force de ses muscles et la forme de son corps pour plonger ou bondir. Les traces fossiles retrouvées dans d'anciennes couches de boue montrent parfois les empreintes de pattes larges, espacées, partant d'un bord de rivière, puis disparaissant brusquement, comme si le dinosaure était entré dans l'eau. On trouve aussi parfois de légers sillons laissés par la queue en nageant près du fond vaseux. Certaines empreintes montrent même des traces de griffes qui traînent dans la boue, indiquant que le Spinosaurus cherchait quelque chose ou se déplaçait en avançant prudemment. La structure des vertèbres de la queue a été analysée avec des machines très précises. On a vu que les extensions osseuses rendaient la queue à la fois rigide et souple. Ce système permettait des mouvements larges et réguliers, idéal pour avancer dans l'eau en gardant une bonne stabilité et en contrôlant la direction. Grâce à cette queue, le Spinosaurus pouvait aussi tourner rapidement pour suivre une proie ou éviter un obstacle. Les chercheurs ont construit des modèles en 3 dimensions pour vérifier comment la nage se faisait, et ils ont conclu que la queue fournissait la majorité de la propulsion. Pour attraper des poissons, le Spinosaurus utilisait souvent sa tête longue, équipée de dents fines et pointues. Il laissait le museau entrer lentement dans l'eau, les narines à peine visibles, puis se jetait en avant au moment opportun. Les dents étaient parfaites pour saisir des animaux glissants, empêchant toute fuite vers l'avant ou les côtés. Une fois le poisson mordu, le dinosaure pouvait rapidement l'avaler entier ou le déchirer en morceaux, même en restant près de la surface de l'eau. Les eaux du Sahara préhistorique étaient parfois profondes, parfois peu profondes. Cela obligeait le Spinosaurus à adapter sa posture, modifiant la profondeur à laquelle il nageait. Dans les eaux basses, il pouvait marcher lentement, la moitié du corps immergé, aidant avec ses pattes et sa queue pour éviter de s'enliser dans la boue. Dans les eaux profondes, il nageait plus librement, remontant à la surface pour respirer ou surveiller les alentours avec ses yeux et sa voile bien visibles au-dessus de l'eau. Les chercheurs ont aussi étudié les os du bassin et des hanches du Spinosaurus. La position des articulations montrait clairement que l'animal ne devait pas courir longtemps sur la terre,
mais qu'il marchait rarement vite. Ce sont ces adaptations à la nage et à la vie aquatique qui prenaient le dessus. Même les os de la colonne vertébrale étaient plus souples là où il fallait plier le corps dans l'eau. À l'aide des fossiles de la tête, on sait que la mâchoire du Spinosaurus s'ouvrait assez largement pour attraper de gros poissons ou saisir des proies de taille moyenne. La force des muscles de la mâchoire, mesurée sur les os attachés au crâne, était suffisante pour tenir des animaux énergiques, même en glissant dans l'eau. Ce type de morsure est différent de celui des dinosaures qui chassaient sur terre sèche, car ici, il fallait résister à la glissade des écailles mouillées. Les scientifiques ont également analysé la façon dont les dents repoussaient et se remplaçaient, un phénomène courant chez les animaux qui déchirent souvent des proies. Au cours de sa vie, le Spinosaurus perdait des dents usées ou cassées, et de nouvelles dents poussaient pour les remplacer. Ces dents étaient essentielles à la capture des poissons et leur forme allongée évitait de blesser la bouche avec des proies piquantes. Dans les fouilles récentes, on a même observé de petites pierres rondes dans l'endroit où se trouvait jadis le ventre du Spinosaurus. Ces pierres, appelées gastrolites, sont parfois avalées par les grands animaux pour stabiliser leur position dans l'eau ou pour aider à la digestion. Cela montre que le Spinosaurus cherchait à rester bien immergé pendant ses longues heures de chasse ou de repos dans les rivières. Le mode de vie aquatique du Spinosaurus se reflète jusque dans l'usure de ses os. Les marques d'érosion, les fractures guéries sur les membres et le polissage naturel des dents indiquent une vie faite de plongées, de nages longues et de passages répétés entre la rivière et la terre ferme. Certains os trouvés présentent même des traces de morsures faites par des poissons géants. Cela prouve que même un prédateur aussi grand devait parfois se défendre contre d'autres animaux dangereux. Les conditions climatiques du Sahara pendant le Crétacé influençaient beaucoup la vie du Spinosaurus. Les rivières grandissaient pendant la saison des pluies, les marais devenaient plus profonds, puis l'eau baissait à la saison sèche. Le dinosaure devait alors changer de territoire, parcourir de longues distances pour rester près de l'eau, ou nager d'une rivière à l'autre quand une zone devenait inhabitable. Cette mobilité dans l'eau lui permettait de survivre là où beaucoup d'autres animaux ne pouvaient pas s'adapter. Quand un Spinosaurus rencontrait un autre individu au bord de l'eau, cela pouvait déclencher des comportements particuliers. Ils dressaient leurs voiles pour se montrer, nageaient en cercle, restaient souvent dans des zones profondes pour éviter un contact direct. Mais si deux adultes se retrouvaient en compétition pour une zone riche en nourriture, il arrivait qu'ils utilisent leur queue pour se repousser ou pour pousser l'autre hors de la rivière. Il est possible que les jeunes Spinosaurus restaient dans les eaux moins profondes, plus calmes, à l'abri des plus grands et des prédateurs redoutables. Ces petits utilisaient leur capacité de nage presque dès la naissance. Leur queue, bien que plus petite, avait déjà la forme nécessaire pour avancer efficacement dans l'eau. La nourriture abondante dans les marais et les rivières jouait un rôle très important. Les poissons étaient nombreux, parfois de taille immense. Il y avait aussi des tortues et des crocodiles plus petits, des amphibiens et parfois même des oiseaux aquatiques primitifs qui nichaient sur les berges. Le Spinosaurus profitait de cette profusion. Il pouvait rester des heures caché, ne laissant dépasser que sa voile, observant tous les mouvements autour de lui, prêt à agir quand une proie apparaissait à portée de ses dents. Quand un Spinosaurus était repu ou fatigué, il cherchait un endroit calme où se poser. Souvent, il restait à demi dans l'eau, peut-être la queue flottant à la surface, les yeux juste hors de l'eau pour surveiller les alentours. S'il devait fuir un danger, il plongeait rapidement en agitant sa queue, restait en immersion, puis rejoignait d'autres parties de la rivière où il pouvait se sentir plus en sécurité. Cette aptitude exceptionnelle à nager, à se déplacer sur de longues distances en utilisant la force de la queue et la forme de son corps, montre combien le Spinosaurus était parfaitement adapté à la vie dans un monde plein d'eau, aux rivières changeantes du Crétacé. Cela lui donnait aussi un avantage immense dans la recherche de nourriture et la défense de son territoire contre la concurrence. L'analyse de chaque détail du squelette, des empreintes de pas, des marques sur les dents, des traces de queue ou des fossiles de proies avalées montre à quel point la vie du Spinosaurus était tournée vers l'eau.
Sa capacité à nager reste l'une de ses caractéristiques les plus importantes et explique sa réussite dans les vastes plaines inondées de l'ancien Sahara. L'association des adaptations physiques spéciales et des comportements uniques a fait du Spinosaurus l'un des chasseurs les plus puissants et les plus surprenants de son époque. Quand le Spinosaurus nageait silencieusement dans la rivière, chaque mouvement de son corps était guidé par le besoin de trouver de la nourriture. Les savants ont beaucoup étudié les restes fossiles pour comprendre ce que mangeait ce dinosaure si particulier. Ils sont arrivés à la conclusion que le Spinosaurus cherchait surtout sa nourriture dans l'eau. Son crâne long et étroit, ses dents longues et pointues, et ses narines placées haut étaient toutes des marques d'un animal parfaitement adapté à attraper des proies aquatiques. Les observations des dents découvertes montrent aussi des traces et des rayures faites par les écailles dures des poissons anciens, ce qui confirme encore plus le rôle du Spinosaurus comme prédateur aquatique. La nourriture principale du Spinosaurus était le poisson. Au Crétacé, les rivières du nord de l'Afrique étaient peuplées de poissons géants. Certains mesuraient plusieurs mètres de long, plus longs qu'un homme adulte aujourd'hui. Il y avait aussi beaucoup d'autres poissons plus petits, mais certains avaient des écailles très épaisses et étaient difficiles à attraper pour les prédateurs de taille normale. Le Spinosaurus, avec ses dents fines, arrivait à tenir ses proies glissantes après une attaque rapide. La pression de ses mâchoires n'était pas faite pour écraser des os épais, mais plutôt pour bien maintenir des animaux qui bougent vite. Pour attraper les poissons, le Spinosaurus devait être patient et précis. Il s'approchait doucement du bord, cachant la majeure partie de son corps dans la végétation ou sous l'eau. Son museau perçait à peine la surface, ses narines hors de l'eau, et il restait très attentif à chaque vibration produite par les poissons autour de lui. Les muscles de son cou étaient puissants et permettaient un mouvement très rapide quand il fallait attaquer. Le Spinosaurus pivotait sa tête et lançait un coup de mâchoire déterminant pour saisir un poisson en mouvement. Une fois le poisson attrapé, il le lançait dans sa gueule ou le gardait coincé entre ses longues dents, puis il l'avalait entier ou en grands morceaux. Mais le poisson n'était pas la seule nourriture du Spinosaurus. Dans le même environnement vivaient aussi de grandes tortues, des crocodiles préhistoriques, des amphibiens, des oiseaux aquatiques primitifs et parfois de petits dinosaures qui s'aventuraient près de l'eau. Grâce à ses griffes de plusieurs dizaines de centimètres et la force de ses bras, il pouvait également surprendre des proies terrestres venues près de la rivière pour boire ou se reposer. Les empreintes fossiles et les restes d'os de tortues ou d'autres reptiles portant les marques caractéristiques de dents de Spinosaurus montrent que ce dinosaure n'hésitait pas à saisir une proie quand l'occasion se présentait. Le Spinosaurus chassait surtout seul. Il suivait les berges, passait de longues heures à guetter en utilisant sa vision, son odorat et aussi le toucher sensible de son museau. Il pouvait sentir les ondes dans l'eau quand un poisson approchait ou quand un animal entrait dans la rivière. Beaucoup d'animaux avaient de peur du Spinosaurus et restaient à distance quand ils remarquaient la grande voile sortir de la végétation ou l'ombre du corps avancer sous la surface de l'eau. Certains poissons gigantesques vivaient en groupe et nageaient vite. Pour attraper ses proies, le Spinosaurus devait parfois nager plus rapidement avec sa queue puissante, encercler le poisson ou le pousser vers les zones peu profondes où il serait plus difficile pour lui de s'échapper. Le long de la berge, il utilisait aussi ses pattes avant robustes et ses griffes pour saisir les animaux qui se noyaient, étaient blessés ou étaient bloqués dans la végétation aquatique. Parfois, il arrivait qu'un Spinosaurus suive simplement le courant et profite des restes ou des animaux faibles laissés par l'eau en mouvement. La forme particulière du crâne du Spinosaurus aidait aussi durant la chasse. Le museau allongé, semblable à celui d'un crocodile, était doté de petits trous appelés foramen sensoriels. Ces trous contenaient des nerfs qui aidaient le Spinosaurus à sentir les mouvements légers dans l'eau. Même avec une faible lumière ou quand la rivière était trouble, il pouvait localiser ses proies grâce à ce système fin. De plus, ses dents étaient placées en rangée presque régulière, ce qui facilitait la prise même si la proie était très glissante. Parfois, le Spinosaurus trouvait aussi des carcasses déjà mortes sur la berge ou flottant dans l'eau. Dans ces cas,
il pouvait utiliser sa mâchoire puissante pour arracher des morceaux. Ce comportement est appelé le charognage. Les scientifiques ont observé des traces de morsures sur certains os fossiles d'autres dinosaures ou d'anciens crocodiles, montrant que le Spinosaurus profitait aussi des opportunités offertes par les accidents ou les restes d'animaux piégés lors d'inondations ou de sécheresses soudaines. La digestion du Spinosaurus était adaptée à son régime spécial. Les poissons avalés entiers devaient être simplement brisés dans l'estomac. Celui-ci produisait des sucs digestifs capables de dissoudre rapidement les tissus durs comme les écailles et les petits os. Les gros morceaux étaient digérés pendant que le dinosaure pouvait poursuivre sa chasse. Les chercheurs ont aussi retrouvé des petits cailloux polis dans la zone de l'estomac de certains fossiles. Ces gastrolites, avalés volontairement par le dinosaure, facilitaient la digestion en aidant à broyer la nourriture. Les jeunes Spinosaurus, étant plus petits et moins expérimentés, devaient apprendre à chasser seuls. Au début, ils attrapaient probablement de petits poissons, de petits amphibiens, des crustacés ou des insectes aquatiques. En grandissant, ils pouvaient s'attaquer à des proies plus grandes, développer leur technique de chasse discrète et devenir plus rapides dans l'eau. Leur territoire était souvent limité près de la berge et dans les zones calmes, loin des adultes plus imposants qui défendèrent leur terrain de chasse avec force. Parfois, plusieurs Spinosaurus adultes pouvaient chasser dans la même zone, surtout lors de la saison où les poissons étaient très nombreux dans la rivière. Ils restaient chacun à distance, évitant les combats directs, mais ils surveillaient attentivement tout mouvement pour ne pas se faire voler une proie. La concurrence était donc réelle, mais souvent silencieuse, chaque dinosaure préférant profiter de son coin tranquille plutôt que de risquer des blessures inutiles. En plus de la chasse active, le Spinosaurus utilisait aussi la méthode de l'affût et de la patience. Il restait immobile pendant longtemps sous la végétation ou dans l'eau peu profonde, en attendant qu'une proie approche suffisamment près. On pense aussi qu'il pouvait utiliser l'ombre de sa voile sur le bord de l'eau pour attirer certains poissons ou animaux curieux qui cherchaient à l'abri contre la lumière du soleil. La chaîne alimentaire autour des rivières du Crétacé était très riche. Le Spinosaurus profitait des migrations de poissons, des pontes à certaines saisons, et des moments où les animaux faibles ou malades étaient laissés par le courant. Les crocodiles préhistoriques, bien qu'aussi gros et puissants, ne pouvaient pas concurrencer longtemps avec le Spinosaurus dans les mêmes zones profondes. Les oiseaux aquatiques primitifs, eux, devaient rester vigilants et éviter les passages où le dinosaure chassait le plus souvent. Parfois, des petits animaux terrestres comme les jeunes dinosaures herbivores ou les reptiles venaient en boire dans la rivière. Si le Spinosaurus était caché dans l'eau, il pouvait surgir rapidement, utiliser sa force pour attraper la proie et la ramener dans l'eau pour la manger plus facilement. Ce comportement, bien qu'exceptionnel, était possible grâce à la puissance des membres et à la longueur du cou et du museau du Spinosaurus. La journée de chasse était rythmée par les moments de repos et d'activité. Le matin, le Spinosaurus profitait de la fraîcheur pour sortir de l'eau et guetter les poissons dans les zones peu profondes. À midi, il préférait rester à l'abri, immergé dans la rivière, ou profiter de la végétation pour se cacher. En fin de journée, quand le soleil baissait, il redevenait plus actif, suivant les bancs de poissons et surveillant la rive pour détecter toute opportunité. Chaque repas permettait au Spinosaurus de garder son corps puissant en bonne santé. Pour un animal aussi grand, il fallait manger beaucoup de poissons ou d'autres animaux chaque jour. Sa dominance dans la chaîne alimentaire et sa capacité à utiliser l'eau de manière efficace faisaient de lui l'un des chasseurs les plus performants de son époque. Mais il n'échappait pas au danger. Parfois, des crocodiles géants pouvaient l'attaquer, ou des rivalités avec d'autres Spinosaurus pouvaient blesser un individu au niveau des pattes, de la queue ou de la voile. Les restes fossiles montrent des marques de morsures et des fractures guéries, signe que la vie dans le Crétacé était souvent une question de survie et de lutte. La compétition pour la nourriture, la défense du territoire et la recherche des meilleurs coins de pêche guidaient les comportements du Spinosaurus adulte comme du jeune. Quand la saison changeait, la rivière pouvait baisser, laissant moins de poissons disponibles. Le Spinosaurus devait alors marcher de longues distances,
changer de territoire ou risquer de croiser d'autres prédateurs. Son aptitude à nager sur de grandes distances lui donnait un avantage, mais il devait aussi savoir repérer les endroits où la nourriture restait abondante. Au fil des années, chaque Spinosaurus laissait des traces de son passage dans la région. Les scientifiques retrouvent des dents perdues dans des bancs de sable, des os de poissons brisés près des restes de queue ou des fragments de coquilles de tortues mélangés à la boue ancienne. Tous ces détails donnent une image très précise de la vie alimentaire du Spinosaurus, de ses stratégies de chasse et de la grande diversité des animaux qui partageaient son monde aquatique. Même aujourd'hui, quand on observe les reproductions des squelettes dans les musées ou les dessins des livres, on remarque la forme caractéristique de la tête, des dents et des griffes qui racontent encore le mode de vie d'un des plus grands chasseurs aquatiques de l'histoire de la Terre. La spécialisation du Spinosaurus pour la chasse en milieu aquatique reste l'une de ses caractéristiques les plus célèbres. Ce dinosaure avait appris, au fil du temps, à exploiter toutes les ressources de son environnement, du plus petit poisson au plus grand reptile, adaptant chaque partie de son corps pour devenir maître de la vie au bord de l'eau. Dans la vie quotidienne du Spinosaurus, chaque journée commençait par la recherche de nourriture et le besoin de rester en sécurité dans un environnement rempli de rivières, de marais, d'autres animaux et parfois de dangers cachés. Le Spinosaurus passait la plupart de son temps seul, car son mode de vie exigeait beaucoup de place pour trouver assez de poissons et de proies. Dans la nature de son époque, il était difficile de partager le même territoire avec beaucoup d'autres grands carnivores, car chaque repas pouvait demander beaucoup de patience et d'effort. Le Spinosaurus parcourait les bords des rivières, avançant doucement, la voile dressée en haut du dos, attentif au moindre bruit. Parfois, il s'arrêtait de longs moments à l'ombre d'un arbre ou des grandes plantes aquatiques. Avec ses yeux placés haut sur la tête et ses narines bien adaptées, il surveillait le va-et-vient des autres animaux et faisait attention aux petits mouvements de l'eau. À chaque instant, il devait être prêt à bondir sur une proie ou à s'éloigner si un autre grand prédateur approchait. Pour les jeunes Spinosaurus, la prudence était une règle de tous les jours. Encore petits, ils étaient bien plus fragiles et devaient se méfier des carnivores gigantesques qui vivaient aussi dans la région. Souvent, ils restaient cachés dans la végétation dense, au plus près de la berge, se déplaçant discrètement pour manger des poissons de petite taille. Ils apprenaient rapidement à reconnaître les sons particuliers des adultes, des crocodiles ou d'autres animaux dangereux et savaient fuir ou se cacher au bon moment. Grandir dans cet environnement exigeait d'utiliser tous ses sens et de ne jamais perdre l'attention. De temps en temps, il arrivait que plusieurs Spinosaurus adultes se retrouvent sur la même partie de la rivière, surtout si la nourriture abondait pendant la saison des pluies ou au moment où les poissons migraient en grand nombre. Dans ces situations, chaque animal restait à distance. Ils semblaient se tolérer quand la nourriture était suffisante, mais chacun surveillait l'autre avec attention. La grande voile du dos servait alors de signe, montrant la taille et la force de chaque individu. Un Spinosaurus dominant avançait lentement, la tête haute, la queue tendue, et pouvait produire des bruits puissants pour imposer sa présence. Ces sons étaient peut-être comme des appels graves, faits en soufflant l'air rapidement par ses narines ou en secouant la base de la voile sur son dos. Certains chercheurs pensent que le Spinosaurus pouvait communiquer à distance en utilisant ces bruits graves et profonds. La forme de la voile et la structure du corps pouvaient amplifier le son. Il n'y a pas de preuve directe de la couleur exacte de la voile, ni des motifs sonores exacts, mais l'étude de la forme du crâne et de l'intérieur de la bouche suggère que ce dinosaure avait la capacité d'émettre des sons forts. Ces signaux servaient à avertir les intrus, à rassurer les jeunes cachés dans la végétation ou à attirer un partenaire pendant la saison des amours. En dehors des moments sociaux, la vie du Spinosaurus était très marquée par la solitude. La chasse était un acte individuel où il fallait être patient et discret pour surprendre une proie rapide. Souvent, la journée commençait par une longue marche le long des berges, à la recherche de traces fraîches ou en écoutant les mouvements inhabituels dans l'eau. Dès qu'il repérait un banc de poissons, il s'installait, immobile, à moitié immergé, prêt à chasser.
Parfois, il chassait aussitôt le matin ou tard le soir, quand la lumière était plus faible et la rivière plus calme. La manière de se nourrir dépendait de la taille de la proie. Pour les poissons de taille moyenne ou petite, il ouvrait la bouche rapidement et utilisait la force de la mâchoire pour saisir le plus vite possible. Pour les proies plus robustes, comme les tortues ou de jeunes crocodiles, il devait utiliser ses griffes puissantes, appuyer avec toute la force du bras et percer la carapace ou maintenir l'animal fermement contre le sol mou. Une fois la proie saisie, il l'avalait entière ou la cassait en morceaux avec ses dents longues et serrées. En dehors de la chasse, le Spinosaurus devait rester vigilant pour éviter les blessures ou les surprises désagréables. Il pouvait arriver qu'un autre grand carnivore, comme un grand crocodile ou un dinosaure concurrent, s'approche de son territoire. Dans ces cas, le Spinosaurus dressait sa voile aussi haut que possible, baissait la tête et ouvrait grand la bouche pour montrer ses dents. Il gonflait sa gorge pour émettre des grognements puissants, produisant un bruit grave qui pouvait faire fuir l'ennemi sans devoir se battre. La priorité du Spinosaurus était presque toujours d'éviter le combat, car toute blessure pouvait devenir dangereuse dans un milieu plein de prédateurs et de maladies. Pour dormir, le Spinosaurus cherchait un endroit calme, à l'écart des autres animaux. Il choisissait souvent une île de sable ou une grande souche d'arbres tombée en bordure de la rivière. Même pendant le sommeil, il gardait la tête posée en biais, les yeux entr'ouverts ou une narine exposée, prêt à sentir la moindre vibration autour de lui. Sa grande taille le protégeait un peu des menaces, mais il ne pouvait jamais être totalement détendu. Pendant la saison de reproduction, la vie sociale du Spinosaurus changeait davantage. Les adultes les plus forts cherchaient à impressionner les autres par la taille et la couleur de leur voile. Ils défilaient lentement en bord de rivière, dressant la voile, secouant la queue et produisant des sons graves. La parade pouvait durer plusieurs jours, chaque Spinosaurus rivalisant d'énergie pour montrer sa forme, sa santé et son expérience. Les femelles observaient longuement avant de choisir un partenaire. Cette période demandait beaucoup d'énergie et de vigilance, car les combats, bien que rares, pouvaient arriver si deux individus voulaient la même partenaire ou le même territoire. Après la parade, la femelle construisait un nid simple, souvent caché dans la végétation ou sur un banc de sable isolé. Elle pondait quelques œufs, bien moins nombreux que de petits reptiles, mais beaucoup plus gros. Les œufs étaient gardés au chaud par la chaleur du soleil ou séparés du froid de la nuit grâce à un tapis de feuilles et de terre. La mère restait à proximité, guettant tout intrus qui viendrait menacer les œufs. Elle utilisait son corps massif pour faire de l'ombre, protégeant la future génération contre les rayons du soleil ou la pluie soudaine. Quand les œufs éclosaient, les jeunes étaient vulnérables et devaient grandir vite. Ils trouvaient dès les premières heures des petits poissons ou des insectes aquatiques. La mère restait près du nid, attentive à toute alerte, prête à réagir si un danger approchait. Dès que les petits devenaient assez forts, ils suivaient la mère près de la berge, apprenant à reconnaître les meilleures cachettes, à repérer les bonnes proies et à utiliser leurs museaux longs et sensibles. La croissance des jeunes Spinosaurus était rapide, mais les menaces étaient nombreuses. Les crocodiles, les prédateurs terrestres et même d'autres Spinosaurus cherchèrent parfois à attaquer les petits isolés. Il arrivait que seule une partie des jeunes survivent chaque saison. Chez les survivants, la taille et la force augmentaient vite, les préparant à la vie solitaire et dangereuse des adultes. Les marques d'usure, les cicatrices ou les dents cassées, observées chez les fossiles adultes, montrent combien la survie dépendait de l'habileté à échapper au danger et à s'adapter. Les adultes, une fois grands et maîtres de leur territoire, passaient le plus clair de leur temps à surveiller, à chasser et à entretenir leur forme. Ils cherchaient inlassablement les coins les plus riches en poissons, repéraient les traces fraîches dans la vase, observèrent la montée et la descente de l'eau après les pluies et changeaient de zone selon les saisons. Parfois, ils parcouraient de longues distances le long des rivières, naviguant d'un marécage à l'autre pour trouver suffisamment de nourriture. Le Spinosaurus utilisait aussi le soleil et la température du jour pour régler ses périodes d'activité. Durant les heures très chaudes, il préférait rester dans l'eau, nageant doucement ou se reposant près de la berge dans un coin frais.
Le matin ou en fin d'après-midi, ils sortaient pour chasser quand la lumière était moins forte et que les proies étaient plus nombreuses à la surface. La vie quotidienne du Spinosaurus était un mélange d'habitudes régulières et d'adaptations constantes. Il réagissait avec intelligence à chaque changement de la rivière, à l'arrivée d'autres animaux ou à la moindre modification de son environnement. Son comportement social, bien que limité, montrait l'importance de la vigilance et de la force dans un monde où chaque jour offrait ses propres défis. Le Spinosaurus devait aussi apprendre à s'adapter à la sécheresse. Parfois, durant les longues périodes sans pluie, l'eau de la rivière baissait beaucoup, les poissons se faisaient rares et les autres animaux se rassemblaient autour des dernières poches d'eau. Dans ces moments critiques, le Spinosaurus parcourait plus de distance, suivant les moindres traces d'humidité ou même creusant dans la boue pour trouver de petits animaux cachés ou de l'eau fraîche. Dans les périodes d'abondance, il profitait au maximum de la nourriture facile, accumulant de la force pour les moments plus difficiles. Ce comportement était stratégique pour survivre aux changements fréquents de climat, aux crues soudaines et aux périodes très chaudes qui pouvaient durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les anciens fossiles de végétation, retrouvés près des os du Spinosaurus, racontent que le paysage changeait souvent, passant de marais luxuriants à de grandes plaques de vase sèches et dures. Chaque jour, le Spinosaurus marquait son territoire par la présence de sa voile et de sa taille imposante. Les autres animaux comprenaient rapidement que ce coin de rivière lui appartenait, et ils évitaient d'y passer, surtout pendant les périodes de reproduction. La force, la résistance et l'adaptation faisaient du Spinosaurus un maître dans son monde, mais elles demandaient une attention constante à tout ce qui pouvait menacer ou aider sa survie. La vie du Spinosaurus était donc faite d'observations, de décisions rapides, de gestes précis et d'une grande capacité à supporter l'isolement. Grâce à cette façon de vivre, il a pu rester un animal dominant du Crétacé pendant de très longues années, laissant dans la vase les fossiles et les souvenirs de la nature sa trace unique et puissante. Au fil des siècles, les traces laissées par le Spinosaurus dans la boue, l'eau et la terre se sont peu à peu effacées. Pourtant, son histoire n'a jamais disparu. Grâce à la découverte des fossiles et grâce au travail des chercheurs, le Spinosaurus continue de vivre dans l'imagination et dans la curiosité de beaucoup de personnes à travers le monde. Son apparence étrange, sa grande voile sur le dos, sa longue tête pleine de dents pointues et son allure de géant des rivières en ont fait un animal dont on parle encore très souvent, que ce soit dans les livres, les musées, les films ou les expositions scientifiques. Dans les musées des grands pays, en Europe, en Afrique, en Amérique aussi, des squelettes reconstitués du Spinosaurus dominent parfois les salles. Ces squelettes impressionnent les enfants et les adultes qui découvrent la longueur du dinosaure, la forme précise de son museau ou la taille extraordinaire de sa voile. Les chercheurs, en utilisant des techniques modernes, ont pu créer des modèles en 3 dimensions. Ils impriment parfois les os à partir des données récoltées dans le désert du Sahara, en analysant les restes fossilisés avec des machines puissantes qui révèlent chaque détail. Quand une classe visite un musée ou découvre un livre illustré, c'est souvent le Spinosaurus qui attire le regard. Les couleurs utilisées pour peindre sa peau, la position de la voile et la façon de le montrer en train de marcher ou de nager rendent ce dinosaure unique parmi tous les autres espèces disparues. Les films documentaires montrent le Spinosaurus poursuivant de gros poissons, parcourant de vastes marais ou utilisant sa queue comme une puissante pagaie pour se déplacer sous l'eau. L'intérêt pour le Spinosaurus unit des gens de tous âges. Beaucoup d'enfants apprennent ce nom très tôt et dessinent la grande voile, le museau long, les griffes ou la queue large. Les adultes, eux, s'interrogent sur sa taille réelle, sur son comportement de prédateur ou sur la façon dont il a disparu. Les paléontologues reçoivent de nombreuses questions et essaient toujours de partager leurs découvertes avec le public de manière très simple. Tout au long du XXe et du XXIe siècle, les spécialistes des dinosaures ont organisé des expéditions dans le désert du Sahara, au Maroc, en Égypte, en Tunisie, en Algérie, pour tenter de retrouver de nouveaux fossiles de Spinosaurus.
Chaque découverte, même minuscule, est précieuse. Un fragment de dent, un morceau de voile, une vertèbre ou une griffe peuvent apporter une nouvelle information sur la façon dont vivait ce géant aquatique. Parfois, la science utilise la technologie pour faire parler le passé. Les scanners aident à voir l'intérieur d'un os sans rien casser. Les ordinateurs permettent de remonter dans le temps et d'imaginer la façon dont le Spinosaurus bougeait ou se nourrissait. Les chercheurs comparent les os à ceux d'autres dinosaures fossiles venus d'endroits différents pour décider si c'est bien la même espèce ou non. Les études de la chimie des fossiles révèlent quelquefois de minuscules traces de couleurs, de tissus anciens ou des restes de nourriture piégés dans la pierre depuis des millions d'années. Le Spinosaurus a aussi été une source d'inspiration pour les réalisateurs de films. Plusieurs grandes productions montrent ce dinosaure attaquant d'autres animaux ou nageant dans des rivières pleines de dangers. Les dessins animés, les jeux vidéo et les figurines l'incluent, car ses particularités frappent l'imagination de tous. Bien souvent, les questions posées concernent la taille de l'animal, le rôle précis de la voile ou les raisons de sa disparition. Le Spinosaurus a marqué l'histoire naturelle comme un symbole de la diversité des dinosaures. On parle beaucoup de son adaptation unique à la vie semi-aquatique. Les savants expliquent que malgré l'image du Tyrannosaurus, très connu, le Spinosaurus a été sans doute encore plus long, avec une façon de vivre adaptée aux nombreuses rivières, marais et forêts d'Afrique du Nord durant le Crétacé. La voile du Spinosaurus, caractéristique unique, est devenue l'un des symboles de l'évolution. Les détails de sa structure, retrouvés dans des fossiles vieux de 100 millions d'années, posent encore aujourd'hui de nombreuses questions. Personne ne sait vraiment la couleur de la voile, ni la façon exacte dont elle était utilisée chaque jour. On sait juste qu'elle servait à signaler la présence du dinosaure, à attirer un partenaire lors de la reproduction, à se réchauffer grâce au soleil ou à intimider les rivaux. Dans les conférences, les chercheurs racontent comment chaque os qui ressort du sable raconte une nouvelle histoire. Un simple fragment suffit à relancer la recherche sur la posture, sur la façon de marcher, de courir ou de nager, sur le mode de chasse, sur le rapport avec les autres animaux du même milieu. Ainsi, la science avance lentement mais sûrement, donnant de plus en plus d'éléments pour comprendre le passé et partager l'histoire du Spinosaurus avec le grand public. On retrouve aussi le Spinosaurus dans de nombreux livres pour enfants, dans les encyclopédies, dans les revues et magazines scientifiques. Il sert d'exemple pour expliquer comment les fossiles sont extraits, nettoyés, protégés et étudiés pendant des semaines ou des mois. Les images représentant ce dinosaure dans son habitat naturel montrent les autres animaux qui vivaient à la même époque, les poissons géants, les crocodiles préhistoriques, les petits oiseaux primitifs et les grands arbres qui couvraient la région. Certaines écoles organisent des ateliers où les enfants peuvent manipuler des reproductions en plâtre d'os de Spinosaurus, dessiner le dinosaure à la craie ou construire une maquette de voile avec du papier et du carton. Cela permet d'apprendre en s'amusant comment vivaient ces animaux il y a très longtemps et pourquoi il est important de protéger les fossiles pour les générations futures. Le rêve de retrouver un squelette entier de Spinosaurus dans les meilleures conditions pousse les paléontologues à continuer leur travail. Beaucoup d'entre eux passent des mois dans le désert sous la chaleur, la poussière et le vent pour découvrir des fragments ou des os nouveaux. Chaque découverte est partagée avec des musées, des universités et des écoles. Parfois, de toutes petites pièces suffit à remettre en question ce que l'on croyait savoir. Peut-être trouvera-t-on un jour un crâne complet, une queue entière ou une voile intacte qui permettront de mieux comprendre tous les mystères de cet animal encore peu connu. De temps en temps, de nouvelles techniques sont utilisées pour étudier le Spinosaurus. Par exemple, on analyse les isotopes de l'oxygène dans les os afin de connaître la température de l'eau où vivait l'animal. On regarde comment étaient disposés les cristaux des os et la structure de l'émail des dents pour savoir si le Spinosaurus passait le plus clair de son temps dans l'eau ou venait souvent à terre. Les cartes numériques des anciens marais sont faites à partir des roches et des sédiments. Chaque détail compte pour reconstituer la vie entière de ce dinosaure fascinant. Les histoires du Spinosaurus montrent comment la Terre a changé à travers les âges.
Ce géant a vécu il y a plus de 100 millions d'années, dans un temps où l'Afrique du Nord était verte, humide et couverte d'eau et de forêts. Et il a vu des paysages inconnus des humains. Il a survécu à de grandes chaleurs, à des pluies intenses et à la concurrence d'autres grands animaux. Son adaptation à l'eau en fait un exemple extraordinaire de la capacité des espèces à évoluer face aux nouveaux milieux ou aux nouveaux défis. Pour beaucoup de passionnés, le Spinosaurus reste le dinosaure du rêve, le plus mystérieux, celui qui fait parler les savants et imaginer les enfants. La voile dressée, la queue large, les grandes dents pointues, tout cela marque l'esprit de ceux qui croisent son histoire dans un livre, une exposition ou un film. À chaque fois, on voudrait savoir plus. Où a-t-il vécu exactement? Comment chassait-il en détail? Quel bruit faisait-il? Quelle couleur avait sa voile? Et comment s'est passée la fin de son règne? Les scientifiques rappellent que le Spinosaurus, comme tous les autres dinosaures, a disparu il y a très longtemps, à la fin du Crétacé, peut-être à cause de changements du climat, de l'arrivée de volcans ou d'une grande météorite. Les recherches ne sont pas encore terminées. De nouvelles fouilles, de nouveaux outils, de nouveaux chercheurs permettront sans doute de trouver plus de réponses à toutes ces questions. Aujourd'hui, les fossiles de Spinosaurus sont conservés dans de grands musées sur tous les continents. Des répliques parcourent le monde pour être montrées au grand public. Les chercheurs du monde entier collaborent, échangent des résultats, comparent les découvertes. Les images du Spinosaurus traversent les frontières, sur les murs des écoles, dans les vidéos éducatives, dans les livres d'histoire ou de sciences naturelles. Les progrès de la recherche permettront peut-être, un jour, de reconstituer dans les moindres détails la vie quotidienne du Spinosaurus. Les enfants et les adultes continueront de rêver à des mondes anciens où des animaux extraordinaires vivaient près des rivières, nageaient sans bruit, dressaient des voiles immenses face au soleil ou cherchaient leur nourriture parmi les roseaux. La force, l'intelligence et surtout l'adaptation du Spinosaurus sont devenus des exemples que la nature invente sans cesse des formes nouvelles pour permettre à chaque espèce de survivre dans son coin de terre. L'histoire du Spinosaurus fascine, car elle parle de connaissances scientifiques et de rêves. Chaque petit morceau de fossile rappelle combien la vie sur la Terre a été diverse et changeante. Même disparu, ce dinosaure continue d'inspirer, de donner envie d'apprendre, de dessiner, de visiter un musée ou de fouiller un sol à la recherche d'un vestige du passé. Qu'il soit dans l'eau, sur la terre ou dans l'imagination, le Spinosaurus reste un symbole du mystère de la vie et de la beauté de ce monde ancien que nous découvrons chaque jour un peu plus grâce à la passion de la recherche.